Voilà, bonsoir. Je vais profiter du fait qu'un ange semble être passé d'un seul coup dans la salle là, pour lancer ce forum. Alors à toutes, merci bien sûr de votre présence, pour beaucoup de leur fidélité, pour les nouveaux venus, merci. Isabelle Gallagher, vous êtes médaille d'argent 2016, le reste de votre CV, là c'est sûr, de vos attributions, c'est sur l'écran, mais vous êtes médaille d'argent 2016 au CNRS en ce qui concerne les mathématiques. Alors, je ne vais pas trop m'enfoncer dans des choses un peu compliquées, mais il faut savoir que les médailles au CNRS, ce n'est pas exactement comme aux Jeux Olympiques. Il y a des médailles. En fait, ce n'est pas une deuxième place. Hein. C'est la médaille d'argent en mathématiques, c'est la meilleure place de l'année. Hein. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, il n'y a pas de... Bon. Mais bon, si vous voulez en savoir plus, on vous tiendra au courant du protocole du CNRS. C'est en fait une énorme récompense pour l'ensemble de son œuvre. Alors, les mathématiques, j'entends parfois dire à quoi ça sert. Il y a encore des personnes qui disent ça. Il y en a d'autres aussi un peu paranoïaques qui pensent que ça sert qu'à les embêter. Mais les mathématiques, dans un monde très chaotique comme le nôtre, dont on prétend qu'il est tout à fait imprévisible, chahuté, eh bien justement, ça peut servir à mieux comprendre, mieux connaître et éventuellement à mieux contrôler les phénomènes dits chaotiques. Et c'est de cela dont nous allons parler, dont va vous parler Isabelle Gallagher ce soir. Je vous rappelle qu'elle va vous parler de tous ces problèmes autour des mathématiques et de leurs applications, parce qu'effectivement, il faut aussi que les applications soient là pour que l'intérêt demeure et se perpétue. Mais vous aurez la parole, bien sûr, à la fin, pas uniquement donc nos internautes, vous aurez la parole pour poser des questions à Isabelle Gallagher. J'aimerais simplement, avant qu'elle ne commence, qu'on la remercie tout bêtement en lui souhaitant la bienvenue à Arles. Merci. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Merci d'être venu courageusement écouter un peu de mathématiques. Alors, en effet, je suis mathématicienne, donc j'ai du mal à ne pas parler de mathématiques. Et donc, à un moment ou à un autre dans l'exposé, je vous préviens tout de suite, il y aura des formules. Voilà, il y aura des équations. Donc, ce sera un petit moment difficile à passer, mais ça ne durera pas trop longtemps. Déjà, je vous rassure là-dessus. Et simplement, pour vous prévenir tout de suite, je vous dirai quand ça arrive, bien sûr. Ce que je vous recommande, là, je m'adresse bien sûr aux non-mathématiciens de la salle. Cet exposé est destiné aux non-mathématiciens. Donc ce que je vous recommande quand vous verrez ce genre de choses arriver à l'écran, après le premier mouvement de panique, c'est juste de, voilà, faites comme si vous étiez au musée, hein, vous voyez un tableau, il vous plaît ou il vous plaît pas, c'est autorisé, mais ce qui est sûr, c'est qu'en rentrant chez vous, vous n'allez pas le refaire. Ben là, c'est pareil. D'accord ? Donc vous regardez cette équation, que vous verrez, une ou deux équations, comme voilà, des tableaux, avec des dessins. Et je n'expliquerai pas vraiment ce que ça veut dire, parce que ça prendrait trop de temps, et d'ailleurs, voilà, c'est très compliqué. Mais je n'ai pas pu m'empêcher. Hein. Donc vous verrez quelques équations, mais quand même, le reste de l'exposé, j'espère, sera à peu près acceptable. Ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est le rôle des mathématiques dans certains domaines hors des mathématiques. Vous savez peut-être qu'il y a en gros deux façons de faire des mathématiques. En général, enfin, très souvent, les gens ne choisissent pas une ou l'autre. Hein. C'est des façons un petit peu non cloisonnées de faire des maths. Soit vous faites des maths pour les maths elles-mêmes, d'accord ? Donc vous voulez juste faire avancer la discipline. Soit vous essayez de vous nourrir d'autres disciplines ou au contraire d'apporter quelque chose aux autres disciplines par les mathématiques. D'accord ? Par exemple en biologie, en sciences physiques, en économie, dans plein de domaines différents. Donc la question, bien sûr, à quoi ça sert ? Eh bien ça sert. Par exemple, si vous voulez, vous avez ces deux façons de faire des maths qu'on dit fondamentales, qui ne servent qu'aux maths, et l'autre façon. Mais quand je disais qu'elles ne sont pas cloisonnées, c'est même pire que ça. C'est parfois, on fait des maths fondamentales qui sont censées servir à rien, et tout à coup, des siècles plus tard, ça devient très, très, très utile. Alors, un exemple, qui est l'exemple le plus connu, probablement, en tout cas par les mathématiciens, c'est la théorie des nombres. Alors, je ne sais pas si vous savez, il y a des nombres que les mathématiciens aiment beaucoup. Ce sont les nombres premiers. Alors, un nombre premier, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Quand je vous donne un nombre, soit vous arrivez à le couper en morceaux, par exemple 12, hein, c'est 3 fois 4, c'est 3 fois 2 fois 2. D'accord ? Soit vous n'y arrivez pas. Par exemple 17, c'est juste 17 fois 1. D'accord ? 17 est premier. Donc les nombres premiers, c'est quelque chose qui fascine les mathématiciens depuis toujours, et sans aucune raison pratique. C'est juste parce que c'est beau.
Montrer par exemple qu'il y a une infinité de nombres premiers, ben, c'est possible, mais ce n'est pas si facile. Et ça a intéressé même les Grecs dans l'Antiquité. N'empêche que c'est ces choses-là qui permettent maintenant de faire des transactions avec vos cartes bancaires, faire des achats sur Internet, c'est grâce aux nombres premiers. Et c'est grâce aux mathématiciens, et c'est vraiment une application extrêmement concrète de la vie de tous les jours. Alors d'autres applications bien connues des mathématiques plus récentes, peut-être en tout cas dans l'intérêt que ça a eu dans la pratique, les probabilités, les mathématiques financières. Les probabilités, ça sert aussi dans ce qu'on appelle la théorie des jeux. Ça, c'est une théorie mathématique, mathématique fondamentale, la théorie des jeux. Mais ça sert à comprendre comment marchent les ventes aux enchères, par exemple. Et ça, c'est très utile dans les applications Internet comme eBay ici. Alors après la théorie des jeux, on peut parler aussi de la théorie des nœuds. Alors ça, c'est aussi une théorie des mathématiques fondamentales, comment des nœuds s'organisent dans l'espace. Mais c'est très utile, par exemple en biologie, comment l'ADN s'organise dans le corps humain, par exemple. Alors ça, c'était l'infiniment petit, l'infiniment grand, très utile, très important évidemment, l'étude de l'astronomie, la cosmologie, les équations d'Einstein. Ça, c'est des mathématiques extrêmement difficiles. Très pratique aussi, les images. Vous avez tous des images peut-être sur vos téléphones portables. Il faut les compresser, ces images. Ça, c'est aussi des mathématiques. Comment faire pour avoir une image plus ou moins, qui prend plus ou moins de place sur votre téléphone, mais qui soit quand même de très bonne qualité. Ça sert aussi, par exemple, pour faire des avions furtifs. Le traitement du signal, on appelle ça, ce sont des mathématiques. Les GPS, la géophysique. Bon, je vais m'arrêter dans les exemples, on pourrait continuer juste pendant 1h30 juste là-dessus. Mais dans cet exposé, on va s'intéresser à 2 exemples particuliers, qui sont ceux que je connais peut-être un petit peu mieux. D'une part, comment les mathématiques peuvent servir à très long terme, pour la météorologie, par exemple. Et d'autre part, comment les maths peuvent servir à comprendre des phénomènes qui, a priori, sont un petit peu paradoxaux. Donc on passera un petit peu de temps à comprendre ça par la suite. Donc l'exposé sera en gros en 2 parties. Une première, c'est essayer d'expliquer comment les maths peuvent servir à la prévision météorologique, à l'anticipation, qu'est-ce qui va se passer demain, le temps qui fera demain, comment est-ce qu'il dépend du temps qu'il fait aujourd'hui. Ça, ce sont des équations de la physique que les mathématiciens essaient de comprendre et de résoudre. Et puis, comme j'ai dit, on verra aussi que les maths, de manière peut-être plus inattendue, ça sert à donner des explications très cohérentes à des phénomènes qu'au départ, on peut trouver un petit peu bizarres. Et ça, c'est la théorie en particulier des probabilités. D'accord ? Donc, on va commencer par la météorologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la météorologie ? C'est étudier, par exemple, l'air, d'accord ? Aussi les océans, ça va être assez lié. Tout ça, ce sont des fluides. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fluide ? Alors, un fluide, on peut le définir par opposition à un solide. C'est ce qui est le plus simple. Un solide, quand il se déplace, il ne se déforme pas, sauf si vous le cassez. Alors qu'un fluide, ça peut être un gaz, un liquide. Il va évoluer dans l'espace et il peut se déformer. D'accord ? Et on va, nous, essayer d'écrire aujourd'hui des équations qui décrivent le mouvement d'un fluide. Alors ça, on n'est pas les premiers à avoir fait ça. Depuis la Grèce antique, les gens s'intéressent aux fluides, et les fluides partout, que ce soit l'eau, l'air. Donc les gens ont toujours voulu essayer de comprendre comment un fluide se déplace dans l'espace. Et par exemple, je crois qu'on connaît, la plupart d'entre nous, Archimède, qui a eu quelques principes célèbres sur les fluides. Quelqu'un qui est moins connu, mais qui a eu une grosse importance dans la compréhension, la description des fluides, Héron d'Alexandrie. Alors lui, ce qu'il a découvert en particulier, ou étudié en tout cas, c'est la pression. Quand je pousse un fluide, soit il résiste pas. L'air, on peut le pousser. L'eau, c'est plus difficile, elle va résister. Et en comprenant vraiment comment fonctionne la pression, il a réussi à fabriquer des automates, par exemple, des machines à vapeur. Et après, on fait un grand saut dans le temps. Donc je fais une histoire très rapide de l'étude des fluides, mais enfin n'empêche qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas eu grand-chose, je pense. Et on arrive à Léonard de Vinci. Alors lui, c'est un petit peu une star des sciences au XVe siècle, et notamment, c'est un des pionniers de l'étude un peu plus moderne, disons, des fluides. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décrit, classifié les différents types de mouvements d'un fluide. Donc si on réfléchit un petit peu, comment est-ce qu'un fluide évolue dans l'espace ? Ça dépend. Si vous regardez la Seine couler, il y a des endroits où elle coule de manière très très régulière, on appelle ça un flot laminaire. Toutes les particules de fluide vont dans la même direction, ça a l'air assez simple. Par contre, dès que vous avez un pont, par exemple, là ça devient très très compliqué. Vous avez des tourbillons, donc c'est le dessin qui est où, qui est là. Voilà. Des tourbillons, par exemple, autour d'un pont, ça faut comprendre. Donc c'est un régime tourbillonnaire. Vous avez des jets
Par exemple, vous prenez un tuyau d'arrosage, quand l'eau sort du tuyau, il se passe quelque chose de différent. Donc il a classifié, il a essayé de décrire ces différents types d'écoulement. Et il a formulé un principe très important, dont on reparlera un petit peu plus tard, qui est le principe de conservation de la masse, que je vais essayer d'expliquer de la manière suivante. Imaginez que vous avez l'eau qui sort d'un tuyau d'arrosage de manière très très régulière. D'accord. Donc après le premier jet sorti, après ça sort de manière très régulière. Et bien, ce qui se passe, c'est que si vous imaginez dans ce jet d'eau un petit élément de volume, l'eau qui rentre dans cet élément de volume, c'est pareil que ce qui sort. C'est la même quantité d'eau. D'accord. Donc la masse d'eau dans un petit volume est toujours la même, même si l'eau s'écoule, vous aurez toujours la même quantité d'eau dans ce volume que vous avez imaginé. Ça, c'est un principe très important dans l'écriture des équations qui vont régir nos fluides. Et Héron d'Alexandrie avait également compris ça parce qu'il y a un lien très important entre la conservation de la masse et la pression. Alors jusque-là, les gens décrivaient les fluides, ils classifiaient les différents types de mouvements, c'est déjà assez compliqué. Mais au XVIe siècle arrive l'algèbre, c'est-à-dire que tout à coup, la description d'un fluide avec des mots se remplace par une équation. Ça va prendre du temps, bien sûr, et c'est difficile au départ à appréhender. Comment est-ce qu'on fait? J'ai un phénomène physique que je vois, comment je peux le transcrire en une équation que j'écris sur un papier? Qu'est-ce que je vais écrire sur mon papier? Qu'est-ce que je vais décrire et comment je fais? Alors, un des premiers à avoir travaillé là-dessus, c'est Simon Stevin, que je ne connaissais pas il y a 2 ou 3 ans, mais j'ai découvert son existence récemment. Et en fait, c'est quelqu'un qui a découvert énormément de choses, non pas en dynamique des fluides, il ne regardait pas comment les fluides évoluaient, mais des fluides à l'état statique. Il y a déjà beaucoup de choses à dire dans ce cas-là. Par exemple, le paradoxe hydrostatique qui vous dit que si vous mettez de l'eau, disons, dans un récipient, quelle que soit la forme du récipient, la pression sera la même en bas du récipient. Ce n'est pas évident. Et il a découvert ça. Il a également étudié les marées. Et les marées, on sait que c'est lié à la Lune. Et la Lune, ça fait penser à Galilée, qui a beaucoup travaillé sur la mécanique céleste et étudié les mouvements des planètes, de la Lune, en essayant de mettre des choses en équation. Donc on va commencer maintenant à écrire des équations. Jusqu'ici, les gens décrivaient, analysaient, essayaient de prévoir, mais on n'avait pas encore suffisamment d'outils mathématiques pour pouvoir remplacer tout ça par des équations. Et l'équation fondamentale, qui va être vraiment la base de tout ce qu'on va écrire à partir de maintenant, est due à Newton. Donc Newton est très connu pour l'histoire de la pomme. Il a découvert la gravitation universelle. Mais pas que ça, il a aussi découvert une équation qui est à la base de toutes, ou presque toutes les équations de la physique, disons, classique, à notre échelle, jusqu'à la relativité. Ce sont toutes les équations à notre échelle s'écrivent à partir de cette loi de Newton, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vue, qu'on écrit de plusieurs façons. Certains d'entre vous ont peut-être vu une équation du type F égale m fois gamma, parce que ça dépend des générations, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est que cette équation? Alors, F, c'est la force. Alors, c'est quoi la force? Bon, vous prenez un objet physique, quel qu'il soit, eh bien, vous allez regarder toutes les forces qui agissent sur cet objet. D'accord? Par exemple, une voiture au repos, qu'est-ce qui agit sur la voiture? Eh bien, vous avez la gravité. D'accord? Et puis aussi le fait qu'elle est posée sur le sol, donc il y a une force qui fait en sorte que la voiture ne pénètre pas le sol. D'accord? Donc vous avez ces 2 forces-là. Et donc dans le monde de droite, donc à droite de l'équation, donc les forces égale quoi? Égale la masse de la voiture, par exemple, multipliée par son accélération. Donc une voiture au repos, la gravité va compenser la résistance du sol. Par contre, dès que vous accélérez, vous allez agir dessus. En appuyant sur l'accélérateur, il y a une force qui agit et la voiture démarre et accélère. Et la masse, c'est un peu normal, ça dépend de la masse. Si l'objet est très très lourd, c'est plus difficile de le faire bouger. Donc c'est proportionnel à la masse. Donc ça, c'est la loi fondamentale de la dynamique qu'il faudrait retenir parce qu'on va s'en servir plus tard. Donc le bilan des forces agissant sur un objet physique, c'est égal à la masse fois l'accélération. D'accord? C'est la première équation qu'on voit, c'est pas la pire. Celle-là, elle est facile. Mais tout va être basé là-dessus par la suite. Alors, on a ces équations de Newton, et l'Académie des sciences de Berlin, au milieu du XVIIIe siècle, propose un prix. Alors en fait, ça a marché souvent comme ça, j'ai l'impression, la science à l'époque. Il y avait des grandes questions qui étaient posées par des académies des sciences, et puis les scientifiques, après, travaillaient sur ces questions et essayaient d'y répondre. Et donc, voilà la question que pose l'Académie des sciences de Berlin. Donc les gens ont 2 ans pour y répondre. Déterminer la théorie de la résistance que souffrent les corps solides dans leur mouvement, en passant par un fluide, tant par rapport à la figure et aux divers degrés de vitesse des corps
qu'à la densité et aux divers degrés de compression du fluide. Bon, on ne comprend rien, donc on va essayer de résumer. La question, c'est vous avez un fluide dans un liquide, vous avez un solide dans un liquide, d'accord. Question, votre solide, il va subir quoi comme force par le fluide? Et il va falloir répondre à cette question en disant ça va dépendre du solide, ça va dépendre de sa forme, évidemment, c'est pareil raisonnable, ça va dépendre de sa masse, ça va dépendre de plein de propriétés physiques du solide, et aussi ça va dépendre du fluide. Si vous mettez une balle dans l'air ou dans l'eau, c'est pas pareil. Et à l'époque, personne n'avait de théorie qui expliquait, d'ailleurs encore maintenant, pas vraiment en fait, qui expliquait quelle est la force que subit n'importe quel objet solide plongé dans un liquide, dans un fluide. Donc voilà la question. Et d'Alembert, qu'on connaît souvent parce que c'est un grand mathématicien, mais aussi un grand philosophe des Lumières. Alors lui, il s'intéresse beaucoup à cette question et il rédige un manuscrit énorme, 140 pages presque, qui révolutionne complètement la façon de comprendre les équations des fluides, qui propose une nouvelle vision de ce qu'on appelle l'hydrodynamique, donc la façon dont les fluides évoluent. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. Malheureusement, il n'a pas le prix. Donc ça, c'est la vie. Ce qui se passe, c'est que le président du jury, dont on va reparler dans quelques secondes, avait un protégé qui a complètement disparu des annales de sciences. Personne ne sait qui c'est Jacques Adamy. Personne ne sait où est le manuscrit, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a eu le prix, et pas d'Alembert. Les scientifiques ne sont pas toujours parfaits. Pourtant, ce président du jury, c'était quelqu'un d'exceptionnel, c'était Léonard Euler, un mathématicien suisse, un des plus grands mathématiciens qui ait jamais existé. Bon, il avait ses petits défauts aussi. Donc lui, il écrit les premières équations qu'on connaît encore aujourd'hui, qu'on utilise encore aujourd'hui pour décrire un fluide. Donc évidemment, il a lu le manuscrit d'Alembert. Cela dit, dans ce manuscrit, il y avait quelque chose que d'Alembert n'avait pas réussi à prendre en compte pour écrire ces équations. Il manquait quelque chose, et ce qui manquait, c'est la notion de pression. C'est-à-dire qu'il voulait écrire les équations pour un fluide qui conserve la masse, comme on a dit tout à l'heure, et il n'a pas su vraiment écrire la pression comme il fallait. Par contre, Euler, oui. Donc les équations d'Euler sont les équations fondamentales de la mécanique des fluides, 1755. Donc ça, c'est 5 ans après la fin du prix. Alors d'Alembert, bien sûr, était toujours très intéressé. Il faut savoir que cette histoire-là, ça a fait un froid, évidemment, entre les deux, qui a duré des années, entre Euler et d'Alembert. Alors ça dit d'Alembert, bien sûr, lit l'article d'Euler, et il tombe sur un petit problème, bien sûr, qu'on appelle maintenant le paradoxe d'Alembert, qui est un vrai problème, qui est que si vous mettez un solide dans un fluide qui vérifie les équations d'Euler. Euler écrit une équation, il prétend que c'est une équation pour un fluide, et d'Alembert démontre que si vous placez un solide dans un tel fluide, eh bien, il ne va pas subir de portance. Donc si vous êtes un oiseau, par exemple, c'est un petit peu embêtant, si vous n'avez pas de portance. Donc d'Alembert dit, voilà, il y a un problème, Euler, avec ton équation, donc ça ne va pas être bien. Et il dit, à la fin de sa remarque, il dit je laisse au géomètre futur le soin de lever ce paradoxe. Pour lui, c'était un problème de géométrie. Bon, il n'y arrive pas, et en fait, il a fallu attendre une 60aine d'années, un effort collectif, indépendant, les gens n'ont pas forcément travaillé ensemble, pour établir ce qu'on appelle maintenant l'équation de Navier-Stokes. Donc Navier, c'est un ingénieur français, Stokes, un mathématicien irlandais, j'y tiens. Donc c'est l'équation de Navier-Stokes. Cela dit, ils n'ont jamais travaillé ensemble sur cette question. Et entre-temps, il y a eu beaucoup de gens qui ont participé, par exemple Poisson, Saint-Venant, dans des noms dont on se souvient pour d'autres problèmes, mais pas pour cette équation-là. Les noms qui sont restés sont Navier et Stokes, et ce sont les équations qu'on utilise le plus couramment, à ma connaissance, en mécanique des fluides. Et toutes les équations, par exemple, qui régissent le mouvement de l'atmosphère ou de l'océan, sont basées sur les équations de Navier-Stokes. Ce sont des avatars de ces équations, mais c'est toujours le cœur de ces équations-là sont les équations de Navier-Stokes. Donc il va falloir les écrire, ces équations. Donc là, il va falloir s'accrocher un tout petit peu, mais juste avant, je voudrais vous expliquer comment écrire ces équations. Je vous ai dit, les équations en fait, des fluides, de la physique en général, c'est Newton. Donc on se souvient, Newton, c'est le bilan des forces, F, égale la masse fois l'accélération. Donc maintenant, je vous donne un fluide, et je vous dis, traduisez, du point de vue du fluide, cette équation, force égale masse fois accélération. Donc il faut comprendre ce que c'est que l'accélération. Qu'est-ce que c'est que l'accélération d'un fluide? C'est un petit peu ça que d'Alembert a vraiment compris. Si je vous dis, décrivez-moi le mouvement d'un fluide, si vous réfléchissez un petit peu, je pense qu'il y aura en gros deux, sûrement, réponses que vous pourrez m'apporter. Une, c'est de dire, imaginons par exemple que je regarde un fleuve qui coule devant moi.
pour décrire le mouvement du fleuve, je peux soit suivre chacune des particules du fleuve au cours du temps et dans l'espace. Donc je les suis chacune. Physiquement, comment je fais? Je peux lancer des bâtons dans l'eau, et puis le bâton va avancer, et comme ça, je vais suivre le mouvement du fleuve. Bon, une autre façon de faire, c'est de dire au contraire, moi, je ne vais pas bouger, et je vais regarder à chaque instant quelle est la vitesse de la particule du fluide qui est en train de passer devant moi à cet instant-là. D'accord? Mais je n'ai pas envie de suivre cette particule, parce que finalement, vous savez, dans un fluide, il y a énormément de particules. Il y en a on en parlera plus tard de la quantité, mais c'est énorme. Donc, en fait, suivre chaque particule, en fait, ça n'a aucun intérêt. Quand vous avez un jet d'eau qui coule devant vous, vous ne regardez pas chacune des petites molécules, ce qu'elle fait. Ce que vous regardez, c'est le mouvement moyen, apparent, de votre jet d'eau. Et ça correspond vraiment à comprendre. Quand je suis à un endroit, je vois la vitesse du fluide qui passe devant moi à cet instant-là, mais je ne le suis pas après. Ce que je perçois, moi, c'est vraiment la vitesse globale du fluide. Ce n'est pas chacune des particules. Donc il faut comprendre, dans l'équation de Newton, cette accélération, comment je la traduis en termes de je regarde la vitesse globale moyenne du fluide et pas chacune des particules. Chacune des particules, ce n'est pas une petite voiture que je veux suivre. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, il faut parler un petit peu d'accélération. Avant de parler d'accélération, je vais parler de vitesse. Et pour parler de vitesse, je vais introduire une notion de maths que certains d'entre vous ont vu récemment, les plus jeunes, d'autres il y a très 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 longtemps peut-être, et d'autres jamais. Ça s'appelle une dérivée. C'est le seul terme de maths que je voudrais introduire un petit peu précisément. Mais, enfin, précisément, non, les mathématiciens vont peut-être hurler quand je vais expliquer comment... Bon, et les élèves aussi, peut-être, enfin, ça va aller très très mal, mais en tout cas, pour ceux qui n'ont jamais vu de dérivée, je pense que c'est la meilleure façon de comprendre. Puis pour les autres, vous pouvez penser à autre chose pendant quelques minutes. Alors, qu'est-ce que c'est que la vitesse? Alors, un petit exemple. Mettons que je vais de Paris à Rouen en voiture, d'accord? Et les gendarmes voudraient savoir si j'ai fait un excès de vitesse. La façon la plus débile de faire, mais qui est relativement raisonnable, c'est de regarder la distance entre Paris et Rouen et diviser par le temps que j'ai mis pour aller de Paris à Rouen. D'accord? Donc D entre A et B, c'est la distance entre un point A et un point B. T de B, c'est l'instant où je suis arrivé, l'heure d'arrivée à Rouen, au point B. T de A, c'est l'heure où je suis parti. Et si je divise cette distance par le temps que j'ai mis, ça me fait la vitesse moyenne que j'ai pris, que j'ai utilisé. Bref. Et donc le gendarme va faire ce calcul, et s'il trouve plus que 130, il va dire « Ouh là là, vous avez fait un excès de vitesse ». Il ne va pas être content. S'il trouve moins de 130, s'il n'a jamais fait de mathématiques, il va dire « C'est bien, vous n'êtes pas allé trop vite ». Bon, s'il réfléchit un petit peu, il se dit « Ah oui, mais peut-être qu'à un moment, elle a fait une pointe de vitesse ». Mais ce calcul-là ne va pas me le dire, puisque c'est juste un calcul moyen de la vitesse moyenne que j'ai utilisée pour aller de Paris à Rouen. Donc le gendarme un peu plus malin, muni par exemple d'un radar, il va se dire si sa vitesse n'était pas constante, il va falloir que je sois plus précise pour savoir à quelle vitesse elle allait tout le temps. Et donc ce qu'il va faire, c'est calculer plutôt une vitesse instantanée. Il va dire voilà, je me mets quelque part sur le trajet, ou plutôt je vais me prendre un instant pendant son trajet. D'accord, j'appelle cet instant T. Et je vais calculer la vitesse de la voiture à l'instant T. Comment je peux faire ça? Eh bien, je regarde la position que j'avais ou que j'aurai à l'instant T plus un tout petit peu. Donc H, c'est un milliseconde, si vous voulez. Je retranche la position où j'étais à l'instant T et je divise tout ça par H. Donc c'est toujours une distance sur un temps, mais le temps est tout petit. D'accord? Et vous voyez que si H est vraiment très, 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 très petit, c'est pas loin d'être la vitesse de ma voiture à l'instant T. D'accord? C'est plus une vitesse moyenne, ça. J'ai vraiment resserré énormément mes mesures, et du coup, c'est une vitesse qui est presque la vitesse à l'instant T. Alors, ce qu'on fait quand on est mathématicien, pour dire que H est très, 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 très petit, on appelle ça limite quand H tend vers 0, mais vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas. Mais en tout cas, ça veut dire que H est très, 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 très petit, et j'appelle ça la dérivée de la position par rapport au temps. Ça, c'est une définition. D'accord? Donc, une dérivée, c'est juste ça. Vous prenez quelque chose que j'appelle la position à un instant T. Ça dépend de l'instant où je regarde la position. D'accord? Je calcule la position à T plus un tout petit peu. Je retranche la position à T, je divise par le tout petit peu. Et je trouve la vitesse, qu'on appelle aussi, donc ça c'est juste une notation, mais bon, dx sur dt, c'est pour ceux qui ont déjà vu ça, pour les autres c'est pas important, en tout cas c'est ça une dérivée. Donc ce qu'on retient de ça, c'est que la vitesse, c'est la dérivée de la position.
parce que je fais cette manipulation-là, hein, de calculer les positions à des instants très proches, et diviser par la proximité. L'accélération, c'est quoi? Voilà. Une fois qu'on a compris la vitesse, l'accélération, c'est juste l'étape d'après. Je veux savoir comment ma vitesse a évolué pendant un tout petit instant, ça s'appelle l'accélération. D'accord? Donc, si l'accélération est positive, c'est-à-dire que ma vitesse augmente. Si l'accélération est négative, c'est que la vitesse diminue. D'accord? J'appellerais ça une décélération. D'accord? Accélération, la vitesse augmente. Décélération, la vitesse diminue. Ça va? Bon. Et voilà. Donc ça, c'était le premier... Bon, elle est très belle, cette équation. Donc là, je ne vais rien vous expliquer du tout, si ce n'est que le premier terme dans la parenthèse, c'est l'accélération. Vous allez me dire, j'exagère. Tout à l'heure, j'ai dit que l'accélération, c'est juste le dv sur dt. Tout à l'heure, j'ai dit ça. Ça avait l'air beaucoup plus simple que ce qui est dans la parenthèse. Ben oui, mais c'est comme ça. C'est l'accélération quand on regarde un fluide. C'est un peu plus compliqué qu'une voiture, en fait, un fluide. Parce qu'un fluide, vous pouvez voir ça comme beaucoup de particules. Et du coup, vous calculez cette accélération, c'est encore une fois ne pas suivre chacune des particules. Une fois que vous avez pris ce parti pris, ça complique les calculs, mais ça, vraiment, vous pouvez oublier. C'est l'accélération qui est égale. Donc là, on écoute Newton. Newton, il dit, quoi qu'il arrive, l'accélération fois la masse est égale au bilan des forces. La masse, on va dire que c'est 1. On va dire que c'est la densité du fluide, par exemple. Donc je sais qu'il y a des physiciens dans la salle. Et je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas d'unité. Rien n'est à l'échelle. Voilà. Donc il faut se détendre. Voilà. Donc la masse est égale à 1 et on l'enlève. D'accord? Donc du coup, toutes les échelles sont fausses, il n'y a pas d'unité. Bon. Donc l'accélération est égale, on a dit, au bilan des forces. Quelles sont les forces? Alors là, j'ai mis un peu au hasard. C'est vous qui choisissez essentiellement quelle force agit sur le système. J'ai mis que la gravité. Mais si vous voulez qu'il y ait autre chose, vous rajoutez ce que vous voulez. Les forces, c'est ce qui est donné par le modèle physique que vous regardez. Alors vous avez la pression. Vous vous souvenez, on a parlé de D'Alembert qui a raté la pression. La pression est dans l'équation. C'est parce que le fluide que je regarde est incompressible. D'accord? Incompressible, c'est un verre d'eau. Si j'appuie dessus, il va résister. Et il résiste en agissant sous forme de pression. D'accord? C'est le fluide qui résiste à mon action. Donc la pression doit apparaître dans l'équation. Et vous avez aussi des forces visqueuses. La viscosité, ça c'est pas très joli comme terme. Mais c'est ça qui fait la différence entre Euler et Navier-Stokes. Vous vous souvenez, j'ai dit, il y a une équation d'Euler. D'Alembert arrive, il dit ça va pas. Et Navier-Stokes et d'autres rajoutent un terme à l'équation qui dit qu'en fait, un fluide, quand il évolue, chacune des petites particules vont commencer à frotter les unes contre les autres, dégager de l'énergie, sous forme de chaleur par exemple, et ils ont traduit ça par ce terme-là au milieu de l'équation. Donc il y a plein de trucs bizarres que je ne vais pas décrire, tous ces triangles. En fait, ce sont des dérivés. Mais voilà, oublions. En tout cas, donc c'est très très compliqué comme équation, donc peut-être pour vous, mais même pour les mathématiciens aguerris et pour les physiciens aussi, c'est une équation compliquée. Pourquoi? Je vais juste vous donner quelques raisons. D'abord, il y a des triangles, et ça, l'air de rien, c'est un vrai problème. Mais ils sont là. Et c'est aussi, en fait, j'ai écrit une équation, j'ai mis quelque chose égale autre chose. Mais en fait, il faut bien comprendre que U, donc comme j'ai dit ou je n'ai pas dit, c'est la vitesse. J'ai oublié de le dire. U, c'est la vitesse de mon fluide. C'est la vitesse que je vois, l'espèce de vitesse moyenne, dans un certain sens. Mais mon fluide, ce n'est pas juste quelque chose qui va en ligne droite sur une ligne. Mon fluide est dans l'espace entier en 3 dimensions. Donc U, c'est la vitesse dans la direction, disons, longitude, latitude et verticale, hauteur. Donc il y a 3 U. Il y a le U longitude, le U latitude et le U vertical. Donc en fait, là, il y a 3 équations, plus une en dessous, ça en fait 4. Il y a combien d'inconnus? Il y a U longitude, latitude, verticale, ça fait 3. Et il y a P, la pression. Donc 4 équations, 4 inconnus. C'est la moindre des choses pour pouvoir essayer de résoudre. Donc au moins, c'est une équation qui ressemble à quelque chose. Il y a autant d'équations que d'inconnus. Donc question, est-ce qu'on peut la résoudre, cette équation? Donc quand Navier et Stokes ont écrit cette équation, bien sûr, les gens se sont jetés dessus et ont dit, trouvons une solution. Et très très vite, ils se sont aperçus que c'était très difficile. La première chose qu'on fait quand on voit une équation, c'est qu'on cherche une solution, donc on essaye. J'imagine qu'ils ont fait ça. Et puis ils n'ont rien trouvé, sauf des solutions idiotes, du genre si le fluide est au repos au départ, il reste au repos. Ce qui est... Bon, c'est déjà bien. Mais ils sont aperçus qu'ils n'arrivaient pas du tout à trouver de formule explicite, exacte, pour résoudre cette équation. Et c'est là que, si vous voulez, les mathématiques arrivent pour dire, quand on est face à une équation comme ça, il faut trouver une théorie.
qui va dire « je sais la résoudre ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire résoudre une... Alors, EDP, c'est quoi EDP? C'est une équation aux dérivées partielles, c'est une équation avec tous les triangles. C'est une EDP, on appelle ça dans le jargon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un mathématicien de résoudre une telle équation? Alors, la première chose, presque la seule chose que va faire le mathématicien, c'est vérifier qu'elles sont, comme on dit, bien posées. Alors, ça veut dire quoi, bien posées? Ça veut dire, première chose, il y a une solution. Ce qui n'est pas évident, en fait. Hein, exemple, si je vous dis l'équation 2x égale 1, et x est l'inconnu, est-ce qu'il y a une solution? X égale 1,5, très bien. Si je vous dis x fois x égale 1, donc x au carré égale 1, est-ce qu'il y a une solution? Oui, exactement, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. D'accord? Donc c'est déjà différent. Hein, il y en a une, on en a une, c'est tout. L'autre, déjà, j'en ai deux. Maintenant, si je vous dis x carré égale moins 1, il n'y a plus. Il n'y a plus de solution, sauf si on change de monde. Hein. Il y a des gens qui connaissent, qui disent oui, il y a des nombres complexes. Mais, d'accord, si je vous donne x carré égale moins 1, si vous ne connaissez pas les nombres complexes, qui ont été fabriqués pour trouver une solution à cette équation-là, tout simplement, il n'y a pas de solution. Donc, ce n'est pas évident qu'une équation ait une solution. Ce n'est pas parce que j'écris quelque chose égale autre chose que forcément il y a une solution qui vérifie cette égalité. Ce n'est pas tout d'écrire l'équation, il faut quand même montrer qu'il y en a une solution. Donc l'existence de solutions, c'est la moindre des choses, mais il faut le faire. L'unicité. Alors on a vu tout à l'heure, il y a des exemples, il y a des équations très simples où il n'y a pas unicité de solution, il y a plusieurs solutions. Ça peut arriver. D'un point de vue physique, c'est un petit peu gênant. Hein, parce qu'imaginez là, si cette équation-là, je vous dis que ça modélise plus ou moins, disons, le temps qu'il va faire demain. Si je vous dis il y a deux solutions, hein, soit il fait beau, soit il ne fait pas beau, ça ne sera pas très efficace. Donc que le mathématicien démontre qu'il y a unicité, c'est fondamental. C'est que vous êtes en Normandie, si vous dites. En tant qu'Irlandaise, je connais la blague aussi. Il fait beau tous les jours, plusieurs fois par jour. Voilà, donc l'unicité, effectivement, ici, c'est peut-être un problème. En tout cas, c'est une question qui se pose. On arrive à le montrer ou pas. On peut montrer parfois qu'il n'y a pas unicité. On peut montrer qu'il y a plusieurs solutions, mais c'est important. Le dernier point qui intéresse le mathématicien, et ça s'appellera à la fin être une équation bien posée au sens de Hadamard, pour dire les choses comme il faut, c'est la stabilité. Donc ça, c'est un peu peut-être moins évident. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je change des paramètres du système, par exemple, si la masse ou la densité, c'est pas 1, mais 1,01. Si la viscosité, c'est pas 12, c'est 12, je sais pas quoi, il faudrait pouvoir montrer que la solution ne va pas trop changer non plus. Pourquoi? Parce que ces données physiques, elles sont données par les physiciens qui font des mesures, et les mesures ne sont jamais exactes. S'ils font deux mesures, ils n'auront jamais exactement la même réponse. Et donc, ça serait bien que l'équation ne soit pas trop sensible à ce genre de perturbations. D'accord? Donc, existence, unicité, stabilité, c'est dire qu'une équation est bien posée. Alors là, le mathématicien estime qu'il a fait son travail. Il passe à autre chose. Par contre, le physicien, il dit oui, c'est pas suffisant. Hein, parce que pour savoir quel temps il va faire demain, si tu me dis juste il y a du temps, hein, il existe du temps qui est solution à l'équation, c'est pas très satisfaisant. Hein, la question, c'est oui, mais c'est quoi? Et donc, parfois, le mathématicien va aller un peu plus loin et va essayer de trouver des propriétés plus qualitatives. Donc là, on parlait de vitesse. Est-ce que la vitesse va être grande ou petite? Hein, est-ce qu'elle va augmenter? Est-ce qu'on va accélérer? Est-ce qu'on va décroître? Des propriétés un peu plus qualitatives, un peu plus vraiment liées à l'équation elle-même ou aux paramètres physiques, etc. Bon, alors c'est un point très important, c'est que le mathématicien est en général très paresseux. Donc si un physicien tous les jours vient lui apporter une nouvelle équation et qu'il faut tout recommencer, il n'a pas très envie. Donc ce qu'il va essayer de faire, c'est trouver une théorie générale qui va dire que quand un physicien ou un biologiste ou un économiste ou quelqu'un va lui apporter une équation, il va la regarder, il va dire « Ah oui, mais ça, elle ressemble à sa cousine. J'ai un cadre pour la résoudre, celle-là. Ce n'est même pas la peine que je le fasse. Je sais qu'il y a existence, unicité, stabilité. » Donc tu peux repartir avec ton équation. Bien sûr, s'il faut donner des propriétés qualitatives, il va falloir aller plus dans le cœur de l'équation pour savoir quels sont les paramètres pertinents. Donc il y a toujours un va-et-vient entre des théories générales pour plein d'équations différentes et puis des théories plus particulières pour des équations très particulières. Et enfin, quelque chose de très important aussi, j'y reviendrai peut-être à la fin, c'est que dans les équations, il y a des paramètres physiques. Et les physiciens, enfin, en tout cas les gens qui ont apporté d'équations, ils savent lesquels sont grands, lesquels sont petits. Et parfois, savoir qu'un paramètre est très très grand, par exemple, ça simplifie énormément l'équation, parce que ça veut dire que les autres sont petits, on peut les oublier. En tout cas, le physicien va les oublier, et le mathématicien va essayer de démontrer qu'il avait raison de les oublier. Ça, c'est un jeu permanent. Donc,
S'il y a des physiciens dans la salle, je vous rassure, ils ont toujours raison. C'est très très énervant quand on est mathématicien, parce qu'on démontre des théorèmes, c'est très très fatigant, et on s'aperçoit que les physiciens, ils le savaient depuis très très longtemps. C'est très rare de contredire un physicien. Mais, il vaut mieux pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'important, hein, même d'un point de vue, par exemple, l'implémentation numérique. Si vous rentrez une équation dans un ordinateur, l'ordinateur, il ne comprend pas du tout ces triangles et tout ça. Il faut simplifier, approximer l'équation. D'accord ? Donc les paramètres jouent un rôle important. Il faut vérifier que l'équation va bien ressembler à ce qu'on attend quand on a simplifié des choses. Voilà, donc maintenant, la revoilà, cette équation, pour ceux qui l'auraient oubliée. Et je vais essayer de vous expliquer ce qu'on sait faire aujourd'hui sur cette équation. Qu'est-ce qu'on sait dire ? Est-ce qu'on sait la résoudre, oui ou non ? Et quel genre de théorème est-ce qu'on sait démontrer aujourd'hui sur Navier-Stokes ? Alors, je vous dis tout de suite, en fait, on ne sait pas la résoudre. Donc ça, comme ça, c'est dit, malheureusement. On ne sait même pas démontrer l'existence, l'unicité, stabilité, on ne sait pas. Et pour vous expliquer ce qu'on sait vraiment faire, je vais essayer de simplifier au maximum l'équation. En simplifier, ça veut dire la détériorer complètement, jusqu'à ce que j'arrive à une équation qu'on peut résoudre. D'accord ? Pour vous expliquer ce qu'on sait faire sur cette équation qui est très compliquée, je vais revenir à un modèle beaucoup plus simple, qui ne ressemble plus vraiment à Navier-Stokes, mais sur lesquels on peut vraiment dire des choses. Donc pour faire ça, je vais commencer par me débarrasser des forces à la gravité, par exemple, j'enlève. Ça, c'est juste pour simplifier. Et alors après, surtout, j'enlève ce critère d'incompressibilité qui est très compliqué, qui est lié à la pression. Ça disparaît. Et alors, il y a quelque chose qui est très compliqué dans cette équation, ce sont les triangles, je vous avais dit. Donc on les enlève. Donc là, on arrive à un truc un peu mieux. Alors, il y a toujours ce du sur dt, vous vous souvenez, c'est la dérivée de u, donc ça, c'est l'accélération. Et u, c'est la vitesse. Donc, en fait, l'équation que je regarde, c'est celle-ci, qui est beaucoup plus simple que Navier-Stokes, qui est l'accélération moins la vitesse au carré, plus la vitesse égale 0. Question. Je vous donne une voiture qui avance sur une autoroute en vérifiant cette équation-là. Donc, je sais qu'à chaque instant, son accélération, que je peux calculer, moins sa vitesse au carré plus sa vitesse, ça vaut 0. Il se trouve que c'est comme ça. Question, à quoi ressemble la vitesse de la voiture ? Vous savez que l'accélération est une fonction de la vitesse, c'est la dérivée de la vitesse. Donc en fait, ça c'est une équation sur la vitesse. Et la question, c'est est-ce que je peux décrire la vitesse d'une voiture qui vérifierait exactement cette équation ? Alors la réponse c'est on ne sait pas trop. Donc on va simplifier encore. Voilà. Donc là, j'ai mis à la poubelle le moins u au carré. Donc celle-là, on va essayer de la résoudre. Puis après, on va dire, bon, on a un peu exagéré, il y avait ce moins u au carré, donc on va le remettre, mais on va enlever le u. Et puis à la fin, on verra, une fois qu'on aura bien compris les deux premiers, est-ce qu'on est capable de résoudre celle-là. D'accord ? Donc le but du jeu, c'est résoudre ça. Bon, le but du jeu, c'est résoudre Navier-Stokes, mais ça, c'est le modèle. Pour résoudre le modèle, je vais résoudre d'abord le cas où il n'y a que le u, le cas où il n'y a que le u carré, et après, je verrai si ça peut m'aider à résoudre l'équation totale. D'accord ? Donc on commence par la première. Donc là, on va faire de la physique. C'est une équation de la physique qui vous dit, j'ai une voiture. Ce que je sais, c'est que l'accélération plus la vitesse, ça vaut 0 à chaque instant. D'accord ? Donc ça veut dire que l'accélération est égale à moins la vitesse. Ok. Donc imaginons que ma voiture, à un moment, elle va très vite. D'accord ? À l'instant 0, j'ai une voiture qui va très très vite. On me dit l'accélération, c'est moins sa vitesse. Donc l'accélération va être négative. Donc la vitesse va décroître. D'accord ? Donc au début, j'ai une grosse décélération. D'accord ? Puisque la vitesse est très grande, donc la décélération est très forte. Donc je vais beaucoup moins vite. Du coup, ma vitesse, elle est plus faible. Donc la décélération, elle continue à exister, mais un peu moins. Au fur et à mesure, tout ça va s'éteindre gentiment comme une exponentielle. Donc, le mot exponentiel, je pense c'est un mot qu'on voit tout le temps dans les médias, exponentiellement grand, exponentiellement petit. Donc ça, c'est la courbe qui décrit essentiellement la vitesse en fonction du temps. Donc au début, j'ai une grosse vitesse, et puis elle chute très très fort, parce que la décélération est très forte, puis après, elle chute de moins en moins, parce que la décélération est moins forte, et puis à la fin, elle va s'éteindre en temps infini. Donc votre voiture va finir par s'arrêter en temps infini. Donc ça, c'est une très très bonne équation, parce que j'ai l'existence d'une solution, là voilà. Je peux démontrer qu'il y a unicité, stabilité, c'est une très bonne équation. Ce qu'on retient, donc dans le jargon, c'est une solution globale, c'est-à-dire que je peux calculer la solution pour tous les temps positifs, jusqu'à l'infini.
Et elle tend vers 0, donc je peux même répondre à la question qualitative, à quoi ressemble la vitesse? Ben voilà, elle ressemble à ça. Et elle tend vers 0 quand le temps devient très très grand. La voiture finit par s'arrêter en temps infini. Bien, deuxième modèle. Donc là, c'est un peu différent. J'ai jeté le u et j'ai mis moins u au carré. Donc l'accélération moins la vitesse au carré, ça vaut 0. Donc l'accélération, c'est égal à la vitesse au carré. D'accord ? Donc imaginez qu'au départ, votre vitesse soit assez grande, mais l'accélération, c'est la vitesse au carré. Donc elle va être énorme. Donc la vitesse va être encore plus grande. Donc l'accélération va être encore plus grande. D'accord ? Et ce qui se passe, c'est ça. Ça veut dire ce qu'on appelle une explosion en temps fini. Donc il y a une formule pour la solution, hein, c'est la vitesse initiale, divisée par 1 moins la vitesse fois le temps. Donc vous voyez que quand le temps est égal à... quand la vitesse fois le temps là, est égale à 1, vous êtes en train de diviser par 0, ça c'est pas bien, et du coup la solution, elle devient infinie à ce temps-là. Donc la vitesse de votre voiture en temps fini, hein, que vous pouvez mesurer, elle est infinie. Donc ça n'a rien à voir avec avant. Hein. Donc maintenant, je n'ai plus une solution globale, c'est ce qu'on appelle une solution locale en temps, puisqu'à ce temps-là, elle n'existe plus, hein, la vitesse est partie à l'infini. Donc je sais tout sur cette équation, encore une fois, existence, unicité, stabilité, mais comportement un petit peu chahuté en un certain temps que je peux calculer. Dernière question, maintenant je mets les deux ensemble. Vous voyez, c'est compliqué, parce que j'ai une équation, celle où je n'ai pas le moins u carré. La solution, elle a envie de décroître, la voiture va s'arrêter au bout d'un temps très très long. Et l'autre, où je n'ai pas le U, c'est le contraire, la voiture va accélérer et la vitesse va tendre vers l'infini. Donc entre les deux, qui est-ce qui va gagner? C'est ça la question. Alors ce qui se passe, c'est la chose suivante. Imaginez que votre voiture, au départ, elle va très très lentement. Mais vraiment très lentement. D'accord? Alors, si ma vitesse est très lente, la vitesse de ma voiture au carré, c'est plus petit ou c'est plus grand? Si ma vitesse, c'est 1/10 de je ne sais pas quoi, de mètres par seconde, la vitesse au carré, c'est combien? C'est 1/100, hein? Bravo. Oui, oh, mais moi, je suis d'accord, c'est pas la même marque de voiture, moi. Donc, Mais voilà, donc 1/100, c'est très très petit par rapport à 1/10. D'accord? Donc dans l'équation, le u au carré, il ne sert à rien, il est trop petit. D'accord? C'est u qui gagne, et donc la vitesse va juste continuer à décroître, et donc le u carré sera encore plus petit. Donc le u carré ne va jamais être allumé par l'équation. Et l'équation, la solution, a ressemblé beaucoup à la solution où il n'y avait pas le u au carré. Parce que le u au carré est juste trop petit, il ne sert à rien. À l'inverse, votre voiture qui va très très vite, si la voiture, c'est, je sais pas, vous faites quoi Ok. 100 km/h au départ, quoi, hein. Le carré est beaucoup plus. Un carré de 100, c'est beaucoup. Et du coup, c'est u au carré qui l'emporte, et donc la solution, elle va exploser en temps fini. D'accord? Donc vous voyez que ce qui se passe, c'est que ça va complètement dépendre de l'état initial de votre voiture, l'état que vous vous donnez. Si ma voiture, au départ, elle ne va pas vite, alors j'aurai une solution globale qui tend vers 0. Si ma voiture, au départ, va très vite, alors au contraire, tout va exploser en temps fini. Pardonnez-moi, je ne voudrais pas vous empêcher de suivre le fil, mais vous évoquez là un terme sur lequel j'aurais tout à l'heure aimé, je le ferai sans doute, avoir des éclaircissements de votre part, c'est le terme de condition initiale. Moi, ce que j'aime, là, ça me donne envie de vous poser la question tout de suite, où il est le curseur entre, parce que c'est très subjectif, petite vitesse, grande vitesse. Absolument. Donc, à partir de quel moment on bascule dans la petite vitesse? Là, c'est marqué. Là, c'est ici, disons... Bon, j'ai mis 1,5, mais on peut faire un peu mieux 1. Parce que u carré, il est plus petit que u si u est plus petit que 1. U carré est plus grand que u si u est plus grand que 1. Donc là c'est 1. Alors évidemment, 1, ça n'a pas d'unité, parce que j'ai mis à la poubelle toutes les unités, il n'y a pas de physique. Je vais passer à ma concession demain, hein, quand même, parce que c'est... Vous pourrez lui expliquer le problème. Voilà, donc ça c'était pour le modèle simple. Hein. Vous voyez, déjà le modèle simple n'est pas si simple. Il se passe des choses un peu bizarres. Et en fait, sur Navier-Stokes, tout ce qu'on sait faire, c'est essentiellement ce que je viens de vous raconter sur le modèle simple. Donc ce qu'on sait faire sur Navier-Stokes, c'est essentiellement dû à ce monsieur Jean Leray, qui a travaillé sur la mécanique des fluides jusqu'à la guerre. Seconde Guerre mondiale, là, il a été emprisonné, et il a d'ailleurs fait une petite université dans sa prison en Allemagne. Et là, il a arrêté de faire la mécanique des fluides en se disant que ce serait peut-être trop utile à l'ennemi.
Donc il s'est mis à faire des maths qui ne servent à rien. Et il a continué une brillante carrière de mathématicien. C'est un très grand mathématicien. Mais ses travaux sont très très impressionnants. En 1934, où les maths telles qu'on les fait aujourd'hui étaient évidemment beaucoup moins avancées. Et il a démontré essentiellement presque tout ce qu'on sait sur Navier-Stokes. C'est contenu dans un de ses articles de 1934. J'exagère, mais pas tant que ça. C'est très très impressionnant. Mais bon, quand même, les gens ont continué à travailler depuis parce que je vous dirai après tout ce qu'on savait faire. Donc là, voilà quelques collègues qui travaillent sur les équations de Navier-Stokes. Vous voyez les dates. En 2001, il y a encore des résultats vraiment importants, juste sur la question existence, unicité, stabilité. Et encore aujourd'hui, c'est pas résolu. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire là-dessus? En général, tout ce qu'on peut faire, c'est dire si vous me donnez ma condition initiale, je peux vous dire oui, il y a une solution unique et stable sur un petit temps. Et au-delà, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire que la solution explose, je dis juste je ne sais pas. Enfin, personne ne sait. Si ma donnée initiale est toute petite, alors j'ai une solution globale qui tend vers 0. C'est-à-dire que la vitesse existe globalement et est de plus en plus petite, ce qui physiquement est pas très étonnant. Vous prenez un fluide qui est presque au repos et on vous dit il reste presque au repos. C'est pas très glorieux, mais c'est tout ce qu'on sait faire en fait, en vrai, sur cette équation. Alors, si vous voulez gagner de l'argent facilement. Alors vous savez peut-être qu'en 2000, une fondation américaine a proposé 7 questions qui ont été mises à prix à $1 million chacune, donc dans des domaines différents et variés des maths. Une a été résolue, on appelle la conjecture de Poincaré, qui pourrait faire l'objet peut-être un jour d'une conférence ici, par Perelman. Les autres sont encore complètement ouvertes. Et donc, sur Navier-Stokes fait partie des 6 questions restantes. Et la question, c'est, voilà, je vous donne une donnée initiale, quelle qu'elle soit, mais pas trop petite, sinon c'est trop facile. Est-ce que vous pouvez montrer qu'il y a une solution globale? Ou bien, vous avez le droit aussi de faire le contraire. Vous ne pouvez pas faire les deux, c'est pas possible. Mais vous pouvez aussi dire, moi, j'ai trouvé une donnée initiale, telle que j'ai une solution qui explose en temps fini. D'accord? C'est soit l'un, soit l'autre. Et voilà, si vous faites ça, vous aurez gagné $1 million. Mais bon, il y a peut-être d'autres façons, je ne sais pas. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'on sait faire sur la mécanique des fluides. Alors, elle est où la météo là-dedans? C'est un petit peu embêtant, c'est-à-dire que les équations de la météo, alors j'ai 2 choses à dire là-dessus. D'abord, les équations de la météo sont basées sur Navier-Stokes, mais sont bien sûr beaucoup plus compliquées, parce qu'il y a plus de paramètres, c'est compliqué. Donc c'est un peu inquiétant. Ceci déjà, Navier-Stokes, on ne sait pas résoudre. C'est pas rassurant. Cela dit, il y a quand même une bonne nouvelle, dont je parlerai vraiment très rapidement. C'est que si vous voulez écrire une équation correcte sur un fluide comme l'atmosphère ou comme l'océan, il faut prendre en compte un truc important qui est la rotation de la Terre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce qu'on fait un peu de physique. Quand on écrit une équation dans un référentiel qui bouge, ça rajoute des termes à l'équation. Ça rajoute ce qu'on appelle la force de Coriolis, notamment. Et ce qui se passe, c'est que cette force de Coriolis, elle stabilise complètement l'équation. Et du coup, grâce à ça, on peut montrer que les équations de la météo sont bien posées. Donc ça, c'est bien. Donc sur Terre, c'est fait, dans certains cas, on peut montrer qu'elles sont bien posées, alors que Navier-Stokes, on ne sait pas. Mais quand on rajoute cette rotation, ça stabilise le système, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour... Y compris au pôle? D'autant plus. Ça tourne énormément au pôle. Par contre, la question, c'est y compris à l'équateur, et là, c'est plus compliqué, l'équateur. Oui. Donc là, on vient de parler des fluides de manière un petit peu globale. Je vous ai dit, on écrit des équations en regardant la vitesse, pas chacune des particules, c'est pas ça qui nous intéresse. Cela dit, vous pourriez dire, mais pourquoi? Après tout, je sais qu'un fluide s'est formé de plein de molécules. Pourquoi est-ce que je ne peux pas décrire mon fluide en suivant chacune des molécules? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que je trouve les mêmes équations à la fin? Donc, la question qui se pose maintenant, c'est, je regarde mon fluide d'un point de vue microscopique. Alors, on est des mathématiciens, donc les molécules, tout ça c'est trop compliqué. On va dire le fluide est formé de plein de petites billes, toutes identiques, très petites, qui avancent en ligne droite, et de temps en temps, elles se tapent, et elles repartent dans l'autre direction, comme des boules de billard. D'accord? Donc on va modéliser un fluide comme énormément de petites particules qui ont ce mouvement-là, parce que c'est ça qui se passe dans la vraie vie, hein, dans l'air qui est dans cette salle. En permanence, vous avez des molécules qui s'agitent tout le temps. Ça ne se voit pas, ça a l'air à l'équilibre. N'empêche que le mouvement microscopique des molécules, des atomes, c'est vraiment d'une agitation permanente. Hein, et quand elles se voient, elles se rebondissent, dans un certain sens, première approximation, comme des boules de billard. Donc une question, c'est, j'ai ce fluide, par exemple l'air autour de moi, soit je dis c'est toutes ces boules de billard qui avancent comme les lois de Newton,
D'accord ? Soit je dis c'est Navier-Stokes. Question, c'est quoi le lien entre les deux ? Je suis en train de modéliser le même objet, qui est l'air autour de moi, ou l'eau dans un verre. J'analyse ça de deux façons différentes, soit comme l'air et Navier-Stokes, soit en disant j'ai des petites billes qui se rentrent dedans par l'équation de Newton. Est-ce que c'est la même chose ? Alors ça, c'est une question qui a été posée par David Hilbert dans un congrès des mathématiciens en 1900. Il a fait une liste de 23 problèmes en fait, à l'époque. Donc certains ont été résolus, certains ont perdu un peu leur intérêt. Et ça, c'est le 6e problème que je résume en disant est-ce qu'il y a moyen d'avoir une description, enfin une théorie mathématique qui permette d'aller du microscopique au macroscopique. Le microscopique, c'est l'agitation moléculaire, les lois de Newton, les boules de billard qui se rentrent dedans. Le macroscopique, c'est Navier-Stokes, typiquement. Est-ce que mathématiquement, on peut montrer que ces deux visions sont compatibles, décrivent vraiment le même objet? Alors ça, c'est une question qui est encore ouverte aujourd'hui, mais dont je voudrais vous parler un petit peu maintenant. Donc il y aura encore une équation. Cette équation, alors qu'est-ce qui va se passer? À la fin, j'ai envie de trouver Navier-Stokes. Donc je parle de Newton sur mes boules de billard, très 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 petites dans l'air. Et à la fin, je veux trouver Navier-Stokes. Je vous ai dit, Navier-Stokes est sur une espèce de vitesse moyenne. Donc je calcule à partir de toutes ces boules de billard une vitesse moyenne. Alors pour faire ça, on va décrire un objet qu'on appelle F, qui est combien de particules, dans cette énorme quantité de particules qui est autour de moi, ont à un instant T la position x et la vitesse v. Et je vais moyenner tout ça sur toutes les particules, toutes les vitesses. D'accord ? Alors, cette fonction-là, je ne peux pas la mesurer, c'est impossible de vous dire exactement aujourd'hui dans cette pièce combien j'ai d'atomes qui maintenant sont à cette position avec telle vitesse. Je ne sais pas. D'accord ? Mais, par exemple, si je prends cette fonction que je ne connais pas, je la multiplie par la vitesse et je moyenne sur tout le monde, ça me donne la vitesse Newton, de Navier-Stokes. C'est une moyenne. Donc mathématiquement, j'ai un objet, je multiplie par la vitesse de chacune des particules, je moyenne sur toutes les particules. Ça devrait vérifier l'équation de Navier-Stokes. Pour faire ça, il faut déjà voir quelle équation vérifie cet objet, qui est la densité de particules dans mon gaz. Et ça, c'est une équation qui est encore pire que Navier-Stokes. Parce que vous voyez, il y a non seulement les triangles, mais on a en plus ces trucs-là. Donc ça, pour ceux qui savent, ce sont des intégrales. Et voilà, très compliqué. C'est l'équation de Boltzmann. Alors, il a obtenu plus tard que l'équation de Navier-Stokes, un peu plus tard. Donc voilà Boltzmann. Alors, quand il a écrit cette équation, beaucoup de gens n'étaient pas contents du tout, pour plusieurs raisons. Alors, je vais vous donner une des raisons. C'est le paradoxe de Loschmidt. Et je vais essayer de passer un petit peu de temps là-dessus. Donc le paradoxe, je vous l'énonce, après on va en discuter assez longuement, c'est que l'équation de Boltzmann est irréversible. C'est-à-dire que si je déroule l'équation de Boltzmann dans des temps positifs, je me retourne et je vais aller dans l'autre sens, c'est pas possible. Alors que les particules, j'ai 2 boules de billard, si elles se rentrent dedans, je peux passer le film à l'envers, il n'y a aucun problème. Et Boltzmann, il dit, mon équation, elle représente toutes ces particules. C'est pas possible, parce qu'il y en a une qui est réversible, l'autre irréversible. Ça va pas. Néanmoins, donc on oublie ce paradoxe, on peut quand même démontrer, donc ça c'est très dur, c'est des théorèmes très récents qui sont terminés dans les années 2000, avec un travail de Goltz et Laure Saint-Raymond qui était ici, je crois, il y a 3 ans. Donc eux, ils ont démontré que, prenons Boltzmann, on oublie les particules, on prend juste cette équation affreuse de tout à l'heure, on peut démontrer qu'en faisant ce que j'ai dit, on multiplie par V, on intègre, en moyenne, ce truc qu'on trouve à la fin va vérifier l'équation de Navier-Stokes, en tout cas s'il y a plein de particules. Donc quand le nombre de particules tend vers l'infini, c'est bien Navier-Stokes qui sort à la fin. Donc la moitié du travail de Hilbert, du programme de Hilbert, est résolu. Boltzmann, ça ressemble à Navier-Stokes. Maintenant, question, est-ce que l'équation de Boltzmann, c'est la bonne équation? Puisqu'elle est irréversible, au-dessus j'ai un truc réversible, et Boltzmann il dit que c'est la même chose, ça paraît douteux. D'accord? Donc ce qui reste à faire comme travail, et je vous dis encore aujourd'hui en fait, c'est de montrer que l'équation de Boltzmann, c'est vraiment la bonne équation. Et donc la question, c'est de justifier cette équation tout en sachant, et donc en même temps, justifier comment tout à coup, on a une équation irréversible qui modélise un phénomène purement réversible. Donc je vais passer un petit peu de temps, parce que c'est un truc compliqué, de comprendre cette notion de réversibilité contre irréversibilité. Donc qu'est-ce que c'est que la réversibilité? Alors ça, c'est ma fille qui j'ai mis à contribution. Voilà, elle a des billes, et donc voilà ce qu'elle a fait. Et vous voyez que si je fais passer le film dans l'autre sens,
Il n'y a pas de problème physique, hein, vous n'êtes pas choqués là. Bon. Alors, ma fille a continué, donc elle est très très douée là pour le coup, j'étais assez fière d'elle. Elle avait ses billes vertes et jaunes, et j'ai demandé de les mélanger. Ça lui a pris un certain temps, parce qu'elle est douée, mais quand même, et elle est arrivée à ça. Bon. C'est raisonnable ça ou pas? Non, hein. Même si c'est ma fille. En fait, ce qu'on a fait, évidemment, c'est ça. Hein, et après, j'ai passé le film à l'envers. Hein, et l'irréversibilité, c'est ça. C'est que personne n'est capable, ou alors vraiment, ça va prendre du temps, de prendre un truc parfaitement bien mélangé et en tournant, arriver à ça. Pas possible. Enfin, on va voir pourquoi, si c'est vraiment pas possible. Mais en tout cas, c'est peu probable. Hein. Voilà. Donc l'irréversibilité, c'est ça. C'est vous passez un film dans un sens et ça ne va pas. Hein, comme tous les films où les gens qui marchent dans un sens ou dans l'autre. Hein. Un cheval qui court à l'envers, ça c'est pas possible. C'est irréversible. Alors l'équation de Boltzmann est irréversible. Alors ça c'est la tombe de Boltzmann. Et sur sa tombe, il y a écrit une formule. S égale K logarithme de W. Donc ça, je ne vais pas vous l'expliquer. Mais S, c'est l'entropie. L'entropie, c'est une mesure du désordre, dans un certain sens. Et ce qu'il a démontré, c'est que si vous prenez une solution de son équation à Boltzmann, son entropie augmente avec le temps. Je ne vais pas vous expliquer hein, pourquoi ni comment, mais juste, ça veut dire que l'équation est irréversible. Parce que si, quand le temps augmente, l'entropie augmente, si je change le sens du temps, elle va diminuer. D'accord ? Et Boltzmann dit non, dans mon équation, elle augmente. Donc, on ne peut pas changer le sens du temps. Ça va ? Voilà, donc ça c'est sûr, l'équation de Boltzmann est irréversible à cause de ça, et c'est même Boltzmann qui l'a démontré. L'entropie augmente, donc c'est comme ça, mon équation est irréversible. Question, pourquoi alors qu'au-dessus j'ai cette dynamique des billards qui, elle, est parfaitement réversible? Alors voilà une expérience qui va vous expliquer un petit peu peut-être le phénomène. Donc vous avez deux cavités, une au départ, vous avez vu, était vide à droite, et à gauche, j'avais 200 particules. Les particules évoluent librement, et de temps en temps, elles passent par la petite fente ici. Et donc, vous voyez qu'avec le temps, à gauche, le nombre de particules décroît doucement. À droite, ça augmente doucement. Et vous attendez un petit peu, et puis ça augmente de plus en plus. Et puis, si vous avancez le temps, là, donc, il y a quelques secondes, plus 40 secondes, disons, vous avez en gros 100 particules à gauche, 100 particules à droite. D'accord ? Donc je suis partie, j'en avais 200 à gauche, 0 à droite, et tout ça a l'air parfaitement raisonnable. Hein. Je ne pense pas que ça vous étonne. On n'a rien vu de choquant. Oui, enfin, n'empêche que chacune des particules, elle a un mouvement réversible. Hein, c'est juste une particule qui va tout droit. Donc chaque particule indépendante, si je passe le film d'une particule à l'envers, vous ne serez pas choqué. Par contre, ce film-là, si je passe à l'envers, et je vous dis que la cavité de droite se vide complètement, vous allez dire non, physiquement, ce n'est pas possible. C'est vraiment ça, Boltzmann. Vous avez un mouvement qui est parfaitement réversible. Chacune des particules a un mouvement réversible. Mais ce que vous percevez, c'est irréversible. C'est bizarre. Donc on va essayer d'expliquer ça, déjà en faisant juste un petit dessin pour vous confirmer que ce que je dis n'est pas faux. Mais c'est quand même lié au nombre de particules. C'est parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 200. Hein. Par exemple, là c'est un petit dessin qui vous dit, si vous mettez 4 particules à gauche, vous laissez évoluer le temps, mais vous voyez qu'avec le temps, de temps en temps, il y en aura toujours 4 à gauche. Des fois, il y en aura 4 à droite. Des fois, il y en aura 2 de chaque côté. D'accord ? Ça, c'est le nombre de particules à gauche, n de t, en fonction du temps. De 0 à 4. Donc, si vous avez 4 particules, vous regardez ce qui se passe. Vous en aurez parfois 4 d'un côté, parfois 4 de l'autre. Personne ne sera choqué. Par contre, si vous mettez 500 petites boules, et là, vous mesurez ce qui se passe, très très vite, donc au bout de, je ne sais pas, à peu près 1000 essais, vous aurez à peu près, là, il y en avait 500, donc 250 de chaque côté. D'accord ? Et évidemment, ce n'est pas constant, hein, il y aura des fluctuations, mais jamais, 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 même après 10 000 tirages, vous aurez toutes les particules du même côté. D'accord ? Donc c'est vraiment une question de combien j'ai mis de particules. Plus précisément, on reprend l'exemple, au début, je mets 2 particules à gauche, 0 à droite. Elles ont des couleurs, les particules. Là, j'ai une rouge et une bleue. Donc j'ai une seule possibilité pour qu'il y ait 2 particules à gauche, 0 à droite. D'accord ? C'est tout à gauche, 0 à droite. Une seule possibilité. Deuxième configuration, une de chaque côté. Là, j'ai 2 possibilités. Soit la bleue, soit la rouge. Hein. Dernière configuration, toutes de l'autre côté, une seule possibilité. Si j'en mets 3, j'ai encore une seule façon de mettre tout à droite ou tout à gauche.
Par contre, j'ai plus de façons de les... J'ai plus de façons de les rééquilibrer. D'accord ? Par exemple, 2 d'un côté, j'ai 3 façons de faire. Donc en tout, j'ai même 6 façons d'en avoir 2 et 1. Alors là, on ne voit pas du tout, c'est dommage. Là, c'est bon, bref. Donc imaginez que c'est des cavités. Si vous êtes très très près, vous verrez qu'il y a des cavités. Là. Enfin, vous imaginez ce qui se passe. On ne voit pas très bien sur l'écran. Donc là, j'ai mis plus de configurations, plus de particules. J'en ai mis combien ? 4. Et vous voyez qu'il y a de plus en plus de possibilités pour qu'il y ait, en gros, le même nombre de particules d'un côté que de l'autre. En général, donc ça, ceux qui aiment faire des calculs pourront vérifier ça à la maison en rentrant. Si je vous donne n particules, vous pouvez vérifier pour n égale 1, 2, 3, ça, on l'a fait d'ailleurs, 4. Il y a 2 puissance n, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, n fois, configuration en général. D'accord ? Vous mettez une couleur sur chacune des particules, il y a 2 puissance n façons de les organiser dans vos récipients. Par contre, il y a juste n plus 1 configuration. Hein, les configurations, c'est le nombre de lignes. D'accord ? Là, j'avais 4 lignes. Là, j'en ai 5. Et en général, j'en ai n plus 1. Nombre de particules plus une ligne. Par contre, des configurations, j'en ai 2 puissance n. Beaucoup plus. Donc, s'il y a beaucoup plus de configurations microscopiques que macroscopiques, c'est-à-dire que certaines des macroscopiques sont très, très, très probables. Par exemple, 10 puissance 23. Alors, 10 puissance 23, pourquoi je mets ça ? C'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. J'ai oublié la définition précise, mais en gros, c'est combien il y a d'atomes de carbone, je ne sais pas combien, dans un cube de... je ne sais plus. En tout cas, dans la pièce ici, disons 10 puissance 27 atomes, d'accord, dans cette pièce-là. 10 puissance 27, vous prenez un 1 et vous lui collez 27 zéros après. Pour avoir un ordre de grandeur, vous prenez un cube d'1 centimètre de côté, vous recouvrez la Terre avec... Vous mettez ça sur 1000 km, et ça fait à peu près le nombre d'atomes qu'il y a ici dans cette pièce. Beaucoup. Avec ce nombre d'atomes, donc dans cette pièce, typiquement, même un peu moins là, il y a autant de molécules de chacun des côtés à 0,3 milliardième de % près. D'accord ? Donc ça, il peut y avoir toutes les particules d'un côté et aucune de l'autre, mais c'est tellement peu probable. D'accord ? Il y a une seule façon de faire, c'est toutes du même côté. Alors qu'en mettre autant d'un côté que de l'autre, j'en ai tellement des molécules que j'ai plein de façons de faire. Ça va, ça ? Donc c'est ça que vous voyez dans le film. Hein. C'est qu'il y a tellement de façons qui est à peu près autant d'un côté que de l'autre que c'est ça qu'on voit dans la pratique. Ce qui est sûr, c'est comme tout est réversible, c'est vrai que c'est réversible, si vous attendez très 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 longtemps, il y a un moment, parce que chacune des particules a une trajectoire réversible, ça va arriver que toute la cavité de droite va se vider. Ce moment, il faut attendre un nombre à 10 puissance 23 chiffres lui-même. Donc vous prenez 1 et vous rajoutez 10 puissance 23 zéros derrière. Donc ça, l'univers, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Mais ça peut arriver. C'est juste extrêmement peu probable. D'accord ? Et c'est ça qui explique Boltzmann, son équation, elle est irréversible, c'est normal. Aux échelles de temps qu'on regarde, aux échelles humaines, de l'univers, c'est ça qu'on voit. D'accord ? La réversibilité du mouvement du chaos moléculaire, etc., c'est un truc qu'on ne verra jamais. D'accord ? Et ça, c'est des maths pour expliquer ça. Alors, question, et je vais bientôt m'arrêter. Donc, cette équation de Boltzmann, maintenant, on a à peu près admis qu'on avait le droit de faire apparaître une équation irréversible à partir d'un phénomène purement réversible. On a compris à peu près que c'est juste une histoire de probabilité. Maintenant, est-ce qu'elle est vraiment la bonne équation ? Alors, la réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un théorème qui est dû à ce monsieur, Lanford. Donc, c'est un résultat qu'il a obtenu en 1974, mais en fait, sa preuve était un peu incomplète, on va dire, et donc ça a pris beaucoup de temps à être complètement terminé. Donc, en principe, la dernière preuve, enfin la touche finale, j'espère, c'était en 2014. Ça a pris un peu de temps, mais on s'est démontré, je vais vous dire un peu plus précisément après, on s'est démontré que vous me donnez plein de particules, en 10 puissance 23, mais même beaucoup plus. Et bien, effectivement, cette fonction f qu'on a vue tout à l'heure, la distribution de particules qui est à l'instant t à la position x et la vitesse v, vérifie effectivement cette équation de Boltzmann. C'est vrai. C'est vrai, mais malheureusement sur un temps très très petit. Vous vous souvenez, le temps c'est important dans une équation. Combien de temps je peux résoudre l'équation ? On arrive à démontrer ça sur un temps ridiculement petit, à peu près le temps pour lequel un atome au hasard en aura rencontré un autre. Bon. C'est, comme je dis là gentiment, c'est encore très incomplet. Parce que dans la vraie vie, évidemment, les atomes ils se voient tout le temps, et donc il faudrait avoir un résultat comme ça sur un temps infiniment plus long. Mais c'est déjà assez fatigant et on ne sait pas faire mieux malheureusement. Ce qui veut dire qu'en particulier,
on ne sait pas dire que l'air dans cette pièce, si je regarde chacune des particules, ça correspond effectivement à Navier-Stokes. On a ce passage microscopique, macroscopique, pour l'instant on ne sait pas le faire. C'est quelque chose qui philosophiquement est important, peut-être pas physiquement, mais en tout cas pour comprendre un petit peu. Voilà, donc je vais m'arrêter là avec juste quelques questions qui préoccupent certains mathématiciens, évidemment loin d'être tous. Premier défi, résoudre Navier-Stokes. Ça veut dire soit faire exploser une solution en temps fini, soit au contraire montrer que toutes les solutions sont globales. Si possible, en déduire des propriétés qualitatives. C'est quand même là que c'est intéressant. Et notamment, ça c'est encore plus dur, des phénomènes exceptionnels. Navier-Stokes, c'est ce qui se passe en général. Un tsunami, c'est un peu différent. C'est ce qui se passe pas en général, justement, heureusement. Mais du coup, qu'est-ce qu'on met dans l'équation? Qu'est-ce qu'on fait pour voir apparaître ce genre de choses? Et bien sûr, donc une grande question là, qui est peut-être encore plus largement ouverte, avoir une explication complète, satisfaisante, de la description microscopique, macroscopique d'un même objet physique. Voilà, je vous remercie pour votre patience et je vais m'arrêter là. Bien, ça va? Ah mais j'ai compris plein de choses, moi je crois. Enfin, des questions, des remarques, des compléments d'informations. Les physiciens ont été beaucoup interpellés ce soir. Si certains veulent se manifester, n'hésitez pas, etc. Allez-y, je vous en prie. Je suis à votre écoute. Nous le sommes tous. Oui, quelqu'un? Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai vu le mot chaos dans le titre de la conférence. Est-ce que vous pourriez nous parler, par exemple, des équations de Lorentz où le chaos peut être discuté? Et j'ai une question horriblement précise, mais comme j'ai une spécialiste ici, j'en profite. Je ne sais pas si vous connaissez l'intermittence de type 2, par exemple, dans les phénomènes chaotiques. Et je voulais savoir s'il y avait des équations modélisées sous forme assez simple du type Lorentz qui auraient été trouvées depuis quelques années, qui observeraient ce genre de phénomène. D'accord. Vous n'améliorez pas ma soirée, là. C'est mal parti, oui, là. Allez-y. De toute façon, la réponse à la seconde question, c'est non. L'intermittence, ça me dit un peu quelque chose, mais de type 2, pas du tout. Voilà. Pour la première question, donc pour déjà donner un peu le contexte, donc Lorentz, c'est en 1964, c'est un physicien qui a essayé d'approximer l'équation de Navier-Stokes. Donc pour les spécialistes, il a fait des troncatures en Fourier, si je me souviens bien. Peu importe. En tout cas, il a remplacé l'équation de Navier-Stokes par un modèle plus simple où, encore une fois, pour les spécialistes, l'EDP est remplacé par une équation différentielle ordinaire. Mais ça, je passe là-dessus. Et donc ce qu'il a démontré, ça se voit très bien sur les dessins qui sont très jolis, et c'est ce qu'on appelle le phénomène du papillon de Lorentz notamment, que les solutions de cette équation sont extrêmement instables. C'est-à-dire que si vous perturbez un petit peu la donnée initiale, la solution va partir dans le décor, essentiellement. Enfin, elle va vraiment être très, très différente. Et c'est un papillon parce que l'image qu'on a, les calculs numériques sur cette équation montrent qu'il y a une espèce de dessin comme deux ailes de papillon. Donc si vous partez d'un endroit, vous allez retourner, vous allez être très, très loin, très, très vite. Je passe. Mais en tout cas, ça a été aussi connu beaucoup parce que je crois que c'est lui qui a fait des exposés où il parlait du battement d'ailes d'un papillon au Japon, qui faisait qu'il y avait une tornade au Brésil ou quelque chose comme ça. Et donc le papillon, c'est deux choses, enfin, c'est ce dessin, et c'est aussi le fait que, d'après ce modèle, les équations fluides, enfin de l'océanographie ou de la météo, seraient tellement instables que s'il se passe quelque chose très très loin, ça aura des conséquences vraiment n'importe où. Des conséquences très importantes. Alors à mon avis, c'est pas vraiment pertinent pour les fluides. Un fluide, c'est une EDP pour les spécialistes. Et je ne crois pas que ce soit une bonne approximation, simplement, Lorentz. Donc, l'effet papillon, c'est un effet très système dynamique, dimension finie, qui est vraiment important, mais qui, à mon avis, n'est pas tout à fait ce qui se passe pour un fluide. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Et pour l'autre question, je ne sais pas. On pourra en rediscuter après. Est-ce que ce que vous avez expliqué autour de l'effet papillon, Lorentz, on connaît tous, on a entendu parler un peu, mais est-ce que ça a un rapport, ou je dis une énorme bêtise, avec les fameux attracteurs étranges? Oui, c'est la même famille. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, il faut inviter quelqu'un d'autre pour parler de ça, mais oui, c'est tout à fait lié à ça. D'accord. D'autres questions? Je vous en prie, allez-y. Oui? Pas tous en même temps, parce que je vais avoir du mal à passer la parole. Allez-y, allez-y.
Alors, question, alors, péotien, hein, alors là, vraiment, parce qu'on est pile, pas poil, moi, hein, mais pile dans un domaine de compétences qui n'est pas le mien en matière de mathématiques, mais il y a quand même quelque chose qui me fait drôle. Quand vous parlez du microscopique, du macroscopique, je me demande quels pourraient être les rapports de ce que vous avez expliqué et des équations en question avec la mécanique quantique. Parce que finalement, si j'ai bien compris, en mécanique quantique, les physiciens me corrigeront, une des premières choses qu'on vous apprenne, c'est que la vitesse et la position sont impossibles à savoir l'une et l'autre au même instant T. Et on revient sur ma question de tout à l'heure, la façon dont je me suis introduit dans votre prestation, avec les histoires de conditions initiales. C'est très bien de connaître les conditions initiales, sauf que ce fameux T0, en fait, on nous apprend aussi que nous avons tous un référentiel particulier du temps. Donc, quelle va être la possibilité de déclencher, de décider du temps initial auquel on va faire démarrer l'expérience, à la limite. Pour un billard, oui, c'est le moment où la queue de billard frappe la boule, etc. Mais pour une autre expérience, comment est-ce qu'on décide que, tiens, ça va être là, T0, sur la flèche du temps? C'est une bonne question? Oui, c'est bien. Ah, merci, merci bien. Il y en avait deux, en fait, des bonnes questions. J'ai oublié la première, du coup. C'était quoi la première? Il y a cette question du T0. Oui, c'est ça, je m'en souviens. Ça me paraît très, comme ça, péremptoire de dire que, tiens, bon, on va mettre... Ah oui, puis le quantique. Et puis, il y a le quantique. Hein, il y a le micro et le macro. Voilà, alors en fait, moi, je parle de micro. Oui. Et pas de quantique. C'est-à-dire que le quantique, c'est encore une échelle en dessous de petitesse. Oui, d'accord. Alors... aucune réponse, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, mes atomes, ils vérifient les lois de Newton, et puis c'est tout. Et si vous rajoutez des effets quantiques, il y a deux équations, bon, je ne sais pas, c'est pas vrai. Il y a deux équations très proches de Boltzmann, qui décrivent les fermions, par exemple. Ça ressemble énormément à l'équation de Boltzmann. Maintenant, quand je dis que je ne sais pas, c'est que je ne sais pas très bien si ça a été dérivé formellement ou pas. Si c'est plus dur que ça ou pas, je ne sais pas. C'est à peu près les mêmes outils mathématiques qui vont intervenir. Et ça ressemble beaucoup à ça, plus ou moins. Enfin, là, ça deviendrait technique pour les comparer, les outils mathématiques. Mais vu de loin, oui, c'est le même genre de choses. D'accord. Et pour ce qui est du temps... Le temps, alors. Oui, alors la flèche du temps, c'est très bien. Oui. C'est une grande question. Alors, effectivement, la flèche du temps, elle est vraiment dans Boltzmann. Donc, évidemment, je ne vais pas vous faire la preuve de la dérivation de l'équation de Boltzmann. Mais quand on l'a fait... il y a un moment dans la preuve où on dit là, je décide de l'instant initial et je décide de la flèche du temps. Ah ouais, c'est facile, ça, c'est fastoche. Bah oui, on fait des maths, donc on décide. Je décide. Ouais. Après, donc ça, non, mais c'est pour dire que dans la preuve, ça se voit que la flèche du temps a un sens. C'est vraiment quelque chose d'important. Et si je fais dans l'autre sens, je vais trouver une équation de Boltzmann dans l'autre sens, enfin rétrograde. Donc il y a un choix du temps initial et de la configuration initiale. C'est nous qui décidons ce que c'est. Ça, c'est vrai. Et voilà, bon, je ne vais pas rentrer trop là-dessus. D'accord. Mais par contre, pour ce qui est, par exemple, physiquement, comment je décide, c'est quoi la donnée initiale? Par exemple, pour la prévision météo, on pourrait dire que la donnée initiale, c'est le temps qui fait aujourd'hui à 18h au-dessus de Rouen. Et je veux savoir, ça c'est ce que je connais. Là, il y a peu d'incertitude, mais pardon, c'est un mauvais exemple. Au milieu du désert à midi. Oui. Donc ça c'est ma donnée initiale, c'est moi qui dis, c'est ça que je connais, c'est l'information que me fournissent les données météo. Oui. Et maintenant j'envoie ça dans l'équation et l'équation va me produire le temps qu'il va faire demain. Ou après-demain, etc. Donc la donnée initiale, c'est la connaissance que j'ai à un certain moment de mon système. Mais donc, je retiens de votre réponse que, en fait, cette définition du T0, c'est T0, en fait, hein, c'est ça, c'est moi qui l'apprends. Oui, soit parce que c'est l'information que j'ai à ce moment. Il n'y a aucune raison de la choisir sur la flèche. Bah, ça ne sera pas le temps qu'il faisait au Big Bang. Et là, c'est réversible ou pas? Quoi je ne sais pas, une équation déroulée à partir de l'état initial que je choisis 18h demain au-dessus de Rouen, est-ce que je peux trouver une concordance physique réelle en la déclinant à l'envers? Non, ça dépend des équations. Ça se remarquait la météo, si ça disait le temps de la veille, ça serait plus simple aussi. Mais c'est quand même une question qui peut se poser. C'est une très bonne question, mais non, ces équations-là ne vous permettront jamais de savoir le temps qu'il faisait hier. D'accord. Il faudra faire autrement. Oui, bonsoir, Monsieur Thénard. J'ai une question. Le Navier-Stokes que vous résolvez pour la météo,
faites pas du tout intervenir les températures. Si. Quand j'ai dit que c'est plus compliqué, on met bien sûr la température, ça c'est la moindre des choses, mais elle vérifie une équation très similaire. Hein. Ce sera la même équation, un transport par la vitesse et un... D'accord. Oui, mais évidemment. Vous avez remarqué quand même que dans les termes d'une équation, quand ils gênent, Madame Isabelle, oh, si j'avais su ça à l'école, moi, hein, oh, ça me gêne. Allez, hop. Oui, monsieur, bonsoir. J'ai lu un article il y a quelque temps sur la théorie des catastrophes. Est-ce qu'il y a un lien effectivement avec ce que vous nous avez dit aujourd'hui, et sachant qu'une théorie des catastrophes, je le vois quand je porte de l'eau dans une bassine et puis que j'ai effectivement de l'eau dans la figure. Par exemple, je pense que c'est ça. Pardonnez-moi, pouvez-vous nous résumer cette théorie des catastrophes, parce que j'ai pas lu le même article. Justement, je demande s'il y a un lien, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais effectivement, c'est quelque chose qui existe, si je ne m'abuse, et qui provoque soit des vagues scélérates dans les océans, si je ne m'abuse, et ainsi de suite. Alors, je connais, encore une fois, je sors complètement mon domaine de compétences, mais ce que je connais de la théorie des catastrophes, c'est-à-dire presque rien, c'est donc la théorie de Thom, qui est plutôt liée à ce que la première question sur le papillon de Lorentz. C'est, à mon avis, pas le même cadre qu'ici, dans la mesure où c'est la même chose que le papillon de Lorentz. C'est ce qu'on appelle des trucs en dimension finie. Il y a des phénomènes qui se passent comme ça, qui ne se passent pas dans nos cadres de dimension infinie. Et typiquement, les vagues scélérates, quand je parlais des tsunamis, des phénomènes exceptionnels, c'est vraiment ça. Ça serait bien de pouvoir les attraper. Les gens commencent à comprendre un tout petit peu. Mais ça serait plutôt dans le cadre d'équations comme ce que je propose là, ce que je décris là, plutôt que les systèmes dynamiques. Mais maintenant, voilà, je ne suis pas assez experte pour pouvoir vraiment étayer. Voilà. Bonsoir, monsieur, allez-y. Bonjour. Alors moi, je me posais la question, est-ce que l'équation de Navier-Stokes, elle peut aussi se transporter dans le cas de la géologie et toutes ces choses-là, avec plutôt des solides, mais à une très forte pression? Mais à une très forte pression. C'est ça que vous avez dit, hein, c'est ça? Oui. Des solides devenus liquides à cause de... C'est ça, oui, non? Une température, par exemple. Oui. Bon. Je sais pas, j'ai l'impression... l'impression... que c'est pas votre domaine de compétence. Ça commence à bien faire, bon. Je suis d'accord. Ok. C'est tout à fait mon domaine de compétence. En fait, j'ai du mal à voir le lien avec la pression, mais peut-être qu'on peut en reparler après. Je dirais plutôt que moi, quand je vois comment un fluide devient solide, je vois ça comme plutôt augmenter la viscosité du fluide très très fort pour qu'au bout d'un moment, il arrête de... Vous prenez du miel, hein, d'accord, ça se voit très bien, il y a plein de sortes de miel différentes, ça va du plus liquide au plus solide. Et dans ce cas-là, c'est toujours Navier-Stokes avec une viscosité énorme. Et j'en ai pas parlé de la viscosité trop, mais quand je disais par exemple un fluide à vitesse initiale petite, près du repos, tout ça en fait, quand on commence à faire de la physique, on commence à dire par rapport à quoi je suis petit, hein, on a vu cette question tout à l'heure, c'est par rapport justement à la viscosité, en vrai. Donc si un fluide est très peu visqueux, il faut vraiment qu'il soit très très peu près du repos pour qu'on puisse le résoudre. Par contre, si la viscosité est énorme, la vitesse peut être aussi énorme, mais on peut quand même résoudre. Et ça se comprend, parce que vous regardez du miel, on voit bien que c'est tellement visqueux, quand il est presque solide, qu'il ne va rien se passer. D'accord ? Bon. Voilà, donc la réponse, en gros, à part le coup de la pression, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais en tout cas, pour répondre plus ou moins à cette question, plus on augmente la viscosité, mieux on se porte, et donc un solide qui serait une limite d'un fluide avec une forte viscosité, il se comporte mieux, ce qui se voit, un truc qui ne bouge pas. Ça doit quand même être des choses assez bien connues et assez travaillées en vulcanologie, par exemple. Voilà, alors la vulcanologie, ça ne sort pas du tout de mon domaine de compétences. Non, d'accord, oui. Mais par contre, après, la mécanique du solide, c'est encore un autre monde, hein, qui n'est pas du tout le même que celui que je décris là. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous embarrasser aussi, je vous prie de m'excuser. Je voudrais savoir si on pourrait comparer éventuellement l'univers à un immense fluide dans lequel se mouveraient évidemment les étoiles, etc. Et si, vu que ces étoiles répondent aussi elles sont gérées par des mouvements qui répondent à des équations, je ne m'éternise pas là-dessus, et si on considère l'univers comme un fluide,
Que penser de ce qu'on a récemment mis à jour, là, les ondes gravitationnelles, et puis les trous noirs aussi? Est-ce que tout ça pourrait faire partie d'un immense chaos, donc qui rejoindrait votre théorie du chaos? Monsieur, je vous reconnais. Vous avez déjà, je pense que les ondes gravitationnelles vous ont un petit peu déplacé aussi, comme nous tous d'ailleurs, et vous avez dit quelque chose la dernière fois, vous êtes intervenu lorsqu'on parlait avec Madame Bouchot de l'élasticité, de la cassure, de la rupture, etc., etc. Vous avez dit quelque chose qui m'a tourné dans la tête pendant un petit moment après, en comparant l'univers à une sorte de gomme, si je me souviens bien de ce que vous aviez dit, à une sorte de gomme. Bon, riez. En fait, c'est pas moi qui comparais l'univers à une sorte de gomme, c'est les scientifiques, quand ils ont voulu faire de la vulgarisation pour expliquer leur recherche, ils ont comparé l'univers à une sorte d'immense gelée. Oui, c'est ça. Comme de la gélatine. On est d'accord. Là, ce soir, c'est un fluide, etc. Mais en fait, riez tous. Vous savez, les bonnes idées, quelquefois, ça sort comme ça. Qu'est-ce qui nous prouve que l'espace-temps, c'est pas qu'en fait, c'est pas du temps-espace et que c'est pas un solide finalement. C'est très bien répondu. Non, mais c'est parce que j'ai pas pris mes comprimés à cause de la bronchite. Allez-y, je vous en prie. Si vous avez quelque chose à répondre sur ce fluide universel. Pas vraiment. De toute façon, je pense qu'il faut, dans ce cas-là, rajouter... Enfin, c'est la relativité dont on parlait plus, des équations classiques non plus. Pour moi, mais je ne suis pas physicienne, hein, mais ça m'a l'air d'être un peu vide, non plutôt l'univers, hors dehors de... C'est vrai que j'aimerais bien un jour qu'un physicien m'explique quand même comment il peut y avoir des rides sans un support. C'est quand même quelque chose... Bon, faudra, mais je prendrai des cours du soir. D'autres questions? Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Lorsque vous avez construit votre prototype d'équation de Navier-Stokes, le a moins u carré plus u, en fait, vous avez transformé le terme non linéaire des équations de Navier-Stokes par un moins u carré, et si vous l'aviez transformé en plus u carré, on n'aurait pas obtenu exactement les mêmes tendances. Est-ce qu'il y a une justification à ce choix? Purement pédagogique. C'est bien. Effectivement, si on met un plus u carré, mais c'est une très bonne remarque en fait. J'aurais pu rajouter aussi l'équation avec le plus u carré, mais je ne voulais pas perdre tout le monde. Effectivement, vous changez un moins en un plus dans l'équation, et tout à coup, ce que j'ai dit, c'est complètement faux. La solution n'explose plus en temps fini. Au contraire, elle va redécroître doucement, pas exponentiellement vite, mais comme une puissance, comme 1 sur t puissance quelque chose. Voilà. Donc, juste changer le signe dans l'équation. Donc ça, c'est une bonne remarque pour dire que quand le matheux, il dit « j'ai une équation, je la regarde de loin et je dis elle est dans telle ou telle catégorie », s'il fait ça, il ne va pas voir la différence entre le plus et le moins. Et donc forcément, il va démontrer un théorème complètement nul qui dira « j'ai une solution sur un petit temps ». Parce que en vrai, ce qui se passe, c'est que s'il y a un moins, la solution explose. Donc effectivement, c'est sur un petit temps. Et s'il y a un plus, elle est globale. Mais s'il n'a pas regardé de près son équation, il ne saura pas distinguer les deux. Et donc il va avoir le théorème minimal qui est existant sur un petit temps. Et donc, c'est important pour les matheux, même si c'est dur, c'est de temps en temps ne pas essayer de résoudre une équation qui ressemble vaguement à Navier-Stokes, mais résoudre exactement Navier-Stokes. Donc, typiquement, le terme non linéaire dont on a parlé, donc il y avait dans l'équation au tout début, c'est que vous avez vu, il y avait un U avec le triangle, là, qui est un gradient, pour ceux qui savent, et U, c'est non linéaire, c'est un U fois U avec en plus une dérivée. Ce terme, il a une vraie structure. C'est pas n'importe quoi. Par exemple, on s'est démontré que si je change un peu ce terme, on peut s'amuser à le modifier un tout petit peu et là, faire exploser l'équation. Donc il y a eu plusieurs travaux là-dessus. Le plus récent est de Tao, qui est une ancienne médaille Fields en maths, enfin forcément en maths, il y a quelques années, qui a pris l'équation, qui a un petit peu joué avec le terme non linéaire et qui a fait exploser ça en temps fini. C'est plus du tout de la physique, parce que ce terme non linéaire, il est vraiment là et ça n'est pas un autre, c'est le transport. Mais si on change un peu, il se passe autre chose. Donc la réponse à la question, c'est oui, j'ai mis un moins parce que sinon ça n'exploserait pas. Mais c'est très important de le faire remarquer parce que du coup, ça montre qu'il faut vraiment regarder de près les équations si on veut vraiment les résoudre. Comment ça fait une équation quand ça explose? Comment ça fait? Comment on s'en rend compte? Alors, je peux vous faire une démonstration. Oui. Mais je pense qu'ils ne vont pas voir, les gens. Oui, alors attention, parce qu'on est en période Vigipirate quand même. Hein, ah, allez-y, oui.
Non, vous pouvez tous la faire, cette démonstration, cette petite expérience. Si vous avez une bague, d'accord, donc je ne vais pas le faire, vous verrez rien. Vous prenez votre bague, vous la faites tourner comme une toupie. D'accord, vous pouvez faire ça si vous voulez. Et vous allez voir qu'elle va tourner, puis à un moment, elle va s'arrêter, évidemment. Parce qu'elle ne va pas tourner indéfiniment. Maintenant, si vous regardez la vitesse, donc votre bague tourne et elle commence à pencher jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Quand elle s'arrête, elle redevient plate. D'accord, vous la partez comme ça, elle tourne et tout à coup, elle devient plate. Mais il y a une des composantes de la vitesse dans une des directions, qui devient infinie à cet instant-là. D'accord ? Ça explose en temps fini. C'est pas très impressionnant, parce que la bague, elle s'arrête, mais n'empêche qu'il y a un truc qui a explosé en temps fini. D'accord. Par exemple, là je vais étaler ma science, les crevettes, je crois, quand elles veulent attraper une proie, elles font un geste comme ça, d'accord ? Et ce geste fait qu'il y a des ondes acoustiques dans l'eau qui vont tellement vite qu'elles ont une vitesse presque infinie et qui font tuer la proie. Quand vous tapez dans les mains, il y a un moment, il y a un truc qui est infini. Il y a une composante de la vitesse du fluide. D'accord ? Forcément, à un bout d'un moment, il n'y a plus de fluide. Donc il y a un truc qui est parti et il y a une composante qui devient infinie. Donc une solution peut exploser en temps fini et dans la vraie vie, c'est pas grave du tout. Une vitesse infinie, vous l'avez dit à Einstein, ça, quand même ? Je n'ai pas osé. Oui, bonsoir. Merci de vous lever. Merci, super. Vous parlez de la formule sur la tombe de Boltzmann, donc que S égale K log de oméga. Et en fait, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le rapport entre le fait que l'entropie dépende du nombre de micro-états et le fait qu'elle croisse toujours? Oui. Oui. Oui, elle peut. Donc la question, c'est pourquoi... Ok. Oui, l'explication, c'est que la nature veut toujours aller vers ce qui est le plus probable, ce qui est assez naturel. D'accord ? Les particules vont s'organiser, comme on l'a vu dans la petite expérience, en fait c'est le truc qui s'appelle d'Ehrenfest. Les particules, naturellement, elles vont s'organiser pour arriver vers l'état le plus probable. Et l'entropie, c'est justement la mesure d'aller vers l'état le plus probable. Quand vous dites log de oméga, oméga, c'est le nombre de configurations microscopiques correspondant à une configuration macroscopique. D'accord ? C'est le n+1 contre le 2 puissance n. C'est pour ça qu'il y a un log. Donc tout ça pour dire que oui, c'est normal que l'entropie augmente, parce que ça se voit sur le film qu'on a vu tout à l'heure, c'est que c'est l'état le plus probable qui va être attiré par le système. Oui, la nature... Qu'est-ce que c'est, la nature ? La nature veut aller vers l'inorganisé. C'est ça. Ça se voit quand vous regardez une chambre d'étudiant. Ah, bah, je comprends beaucoup. On comprend mieux les choses de la vie maintenant. Oui, oui, bonsoir. Oui, ben justement, moi je trouve qu'il y a des relations extrêmement fortes entre à la fois cette physique newtonienne et Navier-Stokes et puis la mécanique quantique. On va regarder, quand est-ce qu'on a une décohérence quantique, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va avoir l'irréversibilité, et effectivement l'histoire du chat de Schrödinger qui n'est pas mort, comme on l'a vu dans une conférence ici, c'est que dès qu'on va avoir un certain nombre de particules et donc un certain nombre d'états, et on ne peut pas revenir en arrière. Donc on a l'histoire de l'entropie est exactement de la même nature. C'est-à-dire que si vous faites rien, le tas de sable, petit à petit, va s'effondrer. Si on ne prend pas une pelle et puis qu'on ne remonte pas, parce qu'effectivement, l'état le plus stable, c'est l'état d'énergie la plus basse. Et donc ça, c'est dans la physique classique. Mais maintenant, si vous prenez la mécanique quantique, si vous avez des particules qui n'interagissent pas pour s'interdire d'être ensemble, eh bien, ces particules-là qui n'interagissent pas pour s'interdire d'être ensemble, c'est les particules qu'on appelle des bosons. Eh bien, à ce moment-là, ils vont tous, si on n'intervient pas pour les chauffer, pour leur donner de la température, s'ils se refroidissent au maximum, ils vont former ce qu'on appelle un condensat de Bose et ils vont tous se retrouver ensemble. Si vous avez des fermions, donc les particules de matière, à ce moment-là, ils ne peuvent pas être ensemble et la matière continuera d'exister. Et aussi bien donc l'évolution dans le temps, qui là dépend du nombre de particules, vous ne pouvez pas revenir, alors que chaque particule, ou même avec 2 ou 3 particules, vous êtes dans un système en mécanique quantique qui est parfaitement réversible, il devient irréversible dès qu'il y a un nombre, alors qui n'a pas besoin d'être aussi grand que dans les gaz, comme l'a fait Boltzmann. Mais par contre, c'est le même principe de base.
Et en revanche, pour le temps, vous avez posé la question, on répond en physique, et c'est une mathématicienne aussi, Emma Noether, qui a répondu à ça, c'est que tout temps pris, il n'y a pas de temps initial, par le Big Bang, on va dire, mais dans l'univers. Et c'est cette particularité que vous ne pouvez pas dire ce temps-là, c'est un temps particulier. Et à partir du moment où on a démontré ça, le mathématicien comme le physicien, il a le droit de prendre n'importe quel instant comme T0. Et de décréter qu'il est particulier. Pour ces équations, uniquement. D'accord. Merci, monsieur Menand, pour ces explications. C'est le condensat de Bose-Einstein, d'ailleurs, hein, c'est ça, ouais. Oui, je vous en prie. Bonsoir, monsieur. Appuyez. Voilà. Et prenez bien inclinez le verre. Voilà. Donc, puisqu'on ne sait pas résoudre l'équation de Navier-Stokes, est-ce que dans une démarche non mathématique, on pourrait enregistrer le champ des vitesses d'un fluide, même en régime turbulent, et puis vérifier a posteriori que cette solution, vérifier l'équation de cette solution fonctionne avec Navier-Stokes? Est-ce que ça s'est fait ou ça se fait, ça? Oui, mais ce serait pour déterminer... Vérifier qu'une solution physiquement observée vérifie bien l'équation de... Oui, alors ça, je pense qu'il n'y a pas de doute, en fait, que ce qu'on voit... Même en régime turbulent, je veux dire. Oui. En régime turbulent, ce qui se passe, c'est ce qu'on voit, c'est avant l'explosion. Alors ça, c'est quand même une bonne remarque, c'est que... Donc voilà, on voit un fluide. Une fois, il y a un physicien de très mauvaise foi, ce qui est très rare, mais... Je lui ai donné une petite conférence sur Navier-Stokes et à la fin, il est venu me voir. Il m'a dit quand même, quand j'allume mon robinet, l'eau, elle coule. Donc, les solutions existent. Je le trouvais assez bas de gamme comme bon, vous avez des noms Mais ce qui est absurde, effectivement, la solution, je la vois, elle est là, mais ça ne me dit pas que pour une autre condition initiale ou même une autre situation, la solution de Navier-Stokes correspondant à cette donnée initiale-là exploserait. Maintenant, ce qu'on pourrait me dire, c'est quand même un petit peu embêtant qu'on utilise cette équation en permanence, c'est vrai, hein, pour n'importe quelle prévision météorologique, et même pour les moteurs d'avion, enfin pour plein de modèles, on utilise des équations comme ça ou des avatars. Si un jour un mathématicien montre que ça explose en temps fini, c'est un peu effrayant peut-être. On va se dire, mais les physiciens, ça fait des années, des siècles qu'ils utilisent ça, enfin pas des siècles, ils ont raison, mais après on va dire, non, en fait ça explose. Donc est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que les physiciens vont dire, oh là là, il faut changer d'équation? Donc la réponse est non. Parce que, pour une raison très simple, imaginez que vous me donnez une donnée initiale, donc vous gagnez en même temps $1 million, on sait bien, vous me donnez une donnée initiale qui fait qu'il y a une solution qui explose en temps fini. Vous apportez cette donnée initiale à un physicien en lui disant, oh là là, c'est une catastrophe, regarde ce qui vient de se passer. Ce qui va se passer, c'est que la vitesse associée à votre donnée initiale, effectivement, elle va devenir infinie à un certain temps, puisque vous l'avez démontré. Mais si elle devient infinie à un certain temps, c'est qu'un petit peu avant, elle était très très grande. D'accord, est tellement grande qu'elle va plus vite, par exemple, que la vitesse du son. Et si elle va plus vite que la vitesse du son, ça fait longtemps que les physiciens ils ont pris un autre modèle, une autre équation pour modéliser le problème, qui est une équation d'un fluide compressible, par exemple. D'accord, tout ça pour dire que si Navier-Stokes explose en temps fini, c'est pas grave, parce que cette vitesse-là, on va jamais l'observer physiquement comme une solution de Navier-Stokes. C'est juste pas le bon modèle. Le mathématicien, il prend cette équation comme elle est, et que la vitesse soit grande ou petite, c'est pas grave, il résout l'équation. Alors que pour un physicien, c'est une bonne équation seulement dans un certain régime. Donc la vitesse que vous voyez, ce que vous percevez, oui, c'est une solution de Navier-Stokes, parce qu'on la voit justement, et que c'est une bonne équation, enfin, à mon avis, à l'avis de beaucoup de gens. D'accord ? Mais une solution qui explose en temps fini, vous n'allez jamais la voir, parce que c'est juste pas une solution physique. Une fois qu'elle est trop grande, c'est plus le bon modèle. Donc il y a vraiment une chose dont je n'ai pas du tout parlé, c'est la modélisation. C'est quelle équation je prends pour modéliser tel phénomène physique. Et un physicien ne va jamais prendre l'équation que j'ai écrite là pour modéliser un phénomène où les vitesses sont énormes. Il faut qu'il fasse autre chose. Parce que si la vitesse est énorme, le fluide n'est pas incompressible, et s'il n'est pas incompressible, Navier-Stokes ne marche pas. Enfin, ce n'est pas la bonne équation. Ça vous convient comme réponse? Ça n'a pas l'air. Oui, je vous en prie. Madame, bonsoir. Voilà. Ah, voilà. Comme ça? Ouais, ben moi, ça me convient vachement parce que la seule chose que j'ai retenue de la physique, enfin, je ne sais pas si c'est encore vrai, c'est qu'on ne pouvait pas dépasser la vitesse de la lumière. Oui, mais j'ai parlé d'Einstein, mais elle n'en a pas parlé. Alors moi, c'est parce que c'est bien U qui tend vers l'infini. Absolument. Donc ça ne peut pas décrire un phénomène qui existe, cette affaire. Par exemple, c'est une autre façon de répondre à la donc question. On est bien là, on est moi, dans la vitesse les du son me suffisait, même pas la vitesse de la lumière. On n'est que dans les maths, on n'est pas dans la physique. De toute façon, dans les grandes vitesses du type vitesse de la lumière, c'est la relativité. Là. C'est encore d'autres équations.
Donc c'est pour ça que c'est intéressant ce que vous venez de dire à propos de la modélisation. Absolument. Il faut faire attention à quoi ça correspond. Merci. C'était votre domaine. Oui. Non, mais on dirait ça. Mais moi aussi, le truc de vitesse infinie, ça me fait drôle, quoi. Hein. Bon, oui. Non, mais Monsieur même Menon. à un moment donné, quand la vitesse elle va devenir de plus en plus grande, on va rentrer dans des phénomènes dissipatifs énormes. Parce que quand elle va franchir la vitesse du son, effectivement, à ce moment-là, on va avoir une compressibilité, une dissipation, et donc la vitesse, elle va redécroître. Donc, il y a quand même en même temps une relation entre le fait qu'il faut changer de modèle et la réalité physique. Je veux dire, c'est pas. Voilà. Là, c'est un exemple typique des physiciens qui ont compris bien avant. C'est le jour où un mathématicien pourra écrire un théorème qui dit parce que la vitesse a grandi, alors c'est compressible, donc elle redécroît. Et enfin, là, vous avez gagné votre $1 million. Mais c'est sûrement ça qui se passe physiquement, effectivement. Mais personne n'est capable d'écrire des maths derrière qui vont... Oui. D'autres questions? Oui, monsieur, bonsoir. Ah bah, on s'est déjà vu. C'est juste une question de curiosité. Attention, doucement. Non. Ouais. Dans votre travail de tous les jours, quelle est la proportion, si jamais on peut la quantifier, c'est pas évident, hein, entre le côté probabiliste mathématique et le côté théorie des équations différentielles? Ou est-ce qu'il existe une théorie qui travaille sur les deux en même temps, ou je connais pas du tout Alors, je suis pas du tout probabiliste en fait. J'ai fait semblant. Moi, vraiment, mon domaine, c'est les équations dérivées partielles. C'est essentiellement, voilà, c'est ce que je fais le plus. Mais cela dit, je me suis intéressée à Boltzmann depuis quelques années. Et Boltzmann, il y a des probas, c'est vraiment inhérent au problème. Et donc, mes travaux actuels sur Boltzmann se font avec Laure Saint-Raymond, que vous connaissez, certains d'entre vous, et un probabiliste, Thierry Bodino. Et donc, on travaille vraiment... donc, les idées des probas nous aident à comprendre l'équation dérivée partielle. Donc en fait, ce qui se passe en ce moment, je crois, en maths, en tout cas dans le domaine dans lequel je travaille, c'est qu'il y a de plus en plus de liens entre les probas et ce qu'on appelle l'analyse des équations, par exemple, aux dérivées partielles. C'est vraiment de plus en plus lié. Un certain type de probas, un certain type d'analyse se parlent de plus en plus. C'est ce que moi je remarque en tout cas dans mon quotidien. Donc je ne suis pas probabiliste et vraiment je ne suis pas très douée en proba pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça ira. Mais du coup, on travaille en collaboration avec des probabilistes pour essayer d'avancer. Oui, je vous en prie. Ça me permet de vous poser une question beaucoup plus terre à terre, hein, pardonnez-moi, mais finalement, les progrès informatiques, c'est quelque chose quand même qui a ouvert des portes incroyables à vos recherches en mathématiques. Je m'explique. Mon bon maître de jeu d'échecs, pas de mathématiques, Roger Appéry, je vous en parlais tout à l'heure, à Caen, dans les années 80, me disait « Ah, les mathématiques, un jour, on finira par modéliser un feu de bois dans la cheminée. » Mais il disait ça avant l'ordinateur. Aujourd'hui, avec les Deep Blue et les machins qui jouent mieux au Go que vous et moi, et en tout cas, ça c'est sûr que moi, on y est presque ou pas? Ça vous aide pour vos recherches parce que vous pouvez explorer et éliminer infiniment d'équations, les faire exploser virtuellement, tout ça, non? Alors concrètement, la réponse est absolument non. Enfin, moi, personnellement. Hein, vous n'êtes pas? Pas du tout. Tout au crayon? À la craie, parfois. Ah oui. Mais oui, donc, enfin, ça c'est vraiment personnel, hein, des gens qui font... Remarquez, votre labo coûte pas cher, comme ça. Exactement, on ne va pas se plaindre. Et après, plus sérieusement, je ne crois pas que ce soit l'informatique qui aidera, en l'occurrence, à montrer que oui ou non, les solutions existent globalement. Ah bon? Parce que globalement, c'est long. Le temps infini. C'est quoi? C'est long. Oui, donc un ordinateur, si la solution elle explose, si le théorème de maths, c'est un théorème abstrait, c'est-à-dire un théorème qui va vous dire peut-être un jour, pour cette donnée initiale là, j'ai une solution qui explose en temps fini. Mais fini, ça peut être le 10 puissance 21 avec 10 puissance 23 0 après. Et donc l'ordinateur, il ne va pas pouvoir la trouver, cette solution explosive. Donc on est plus rapide qu'un ordi, quoi. C'est ça que vous voulez dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas sûr du tout. Alors peut-être qu'un jour, je dis pas que c'est pas possible. Oui. Hein. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va rentrer une donnée dans un ordi, mais je crois pas parce que comment est-ce qu'un ordinateur peut décider que quelque chose est infini, par exemple? Si la vitesse, à un moment, elle dépasse, je ne sais pas combien, je ne connais rien en ordinateur, à tel point que je ne sais pas quel est le nombre le plus grand que peut lire un ordinateur. Vous lui mettez un butoir à 292 000, etc. Une fois qu'il aura passé ça, il va dire, ça y est, c'est infini. Ouais. Et moi, je vais dire non, c'est 200 plus. Alors, ça voudrait dire que les chercheurs ont encore leur place.
je sors. Ah, malgré les ordinateurs, ça c'est une bonne nouvelle. D'autres réactions, d'autres questions? Je vous en prie, allez-y. C'est tout à la craie. Vous faites... Beaucoup, oui. Oui, je vous en prie. Allez-y. Oui, monsieur. Ah, l'univers n'est plus un fluide, l'univers n'est plus une gomme, l'univers est... Allez, le micro pour monsieur, parce que... non, mais ce qu'il dit, moi, vous rigolez, mais vous verrez. On ne sait jamais. C'était simplement pour savoir si vous... Attendez, je ne vous entends pas, là, allez-y. Excusez-moi. C'était simplement pour savoir si vous avez entendu parler de la microfluidique à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Et est-ce que vos théories s'appliqueraient à la microfluidique? Ah, moi, Gilles de Gênes, ça va, mais microfluidique, je ne connais pas bien. J'ai entendu parler, la réponse est oui, mais alors après, voilà, je ne peux pas aller plus loin. Oui, il y a des collègues mathématiciens qui travaillent sur les équations. Je ne suis pas sûre qu'elles soient très différentes, en tout cas vues de très loin, voilà, mais là, c'est mon incompétence, encore une fois, qui rejaillit. Je ne peux pas répondre. C'est bien ça, un terme qui dérange dans une équation. Une question, c'est pas mon domaine de compétence. D'autres questions dans son domaine de compétence? Je vous en prie, allez-y. Non, je fais le méchant, mais c'est pas le fond de ma nature. Oui. Est-ce que l'informatique permet de donner une résolution numérique des équations dérivées partielles comme Navier-Stokes, ou alors est-ce qu'il faut forcément apporter une approximation au préalable? Vous pouvez répéter. Est-ce que l'informatique permet de donner une résolution numérique pour toutes ces on est obligé d'approximer l'équation avant de la rentrer dans l'ordinateur. Ça, c'est sûr, parce que, moi, je ne suis pas, encore une fois, je suis pas numéricienne. Je n'ai jamais fait ça, moi, personnellement. Je n'ai jamais rentré l'équation dans l'ordinateur. Mais même s'il y a des logiciels qui font ça quelque part, il y a quand même un moment, un nombre réel n'existe pas quelque part. Il va falloir faire des approximations. Donc, ce ne sera jamais la bonne équation exactement. Maintenant, il y a des théories mathématiques qui disent que l'équation est stable, donc c'est pas très grave, on peut l'approximer, ça va rester stable. Mais tant que la solution est correcte. Mais si à un moment la solution commence à partir dans le décor, la solution numérique aussi, mais peut-être qu'elles vont s'éloigner. Je pense que vraiment l'explosion en temps fini, numériquement, c'est pas forcément le bon. Il y a des exemples, des équations où numériquement les gens voyaient des explosions en temps fini, voyaient des choses qui se passaient. Et finalement, les théorèmes de maths ont dit non. Parce qu'on a l'impression qu'il se passe quelque chose, mais finalement, comme tout à l'heure, la nature réarrange tout et à la fin, ça se passe bien. Même si localement, on a l'impression qu'il y a un endroit un peu chahuté. Donc numériquement, on se dit, ah là, ça va exploser en temps fini, mais en fait, non, les choses se réorganisent. Et puis on vous l'a dit, Isabelle Gallagher travaille à la craie sur la paroi de sa grotte. Ah oui, allez-y, monsieur. C'est juste pour apporter une petite précision. Quand on veut résoudre une équation, par exemple Navier-Stokes avec l'ordinateur, déjà on doit discrétiser le temps. On doit dire, voilà, je vais compter le temps toutes les, mettons, microsecondes. Donc déjà, on change le problème. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'histoire de la voiture, on écrit la vitesse d'une certaine manière. Ça s'appelle, par exemple, c'est une des techniques, la méthode des différences finies. Donc on transforme la vitesse et là, l'ordinateur va pouvoir travailler avec. Donc on transforme forcément des choses. Oui. Bon. C'est quelle marque votre ordinateur, là? Parce que vous faites des trucs bizarres avec comme... Oui, d'autres questions? Moi, j'ai une question. Oui. Oui, où êtes-vous, monsieur? Pardon. Je suis là. Allez-y. Oui. Oui. Je voudrais revenir à l'équation de Navier-Stokes. Est-ce qu'on peut y appliquer les règles d'homogénéité à cette équation comme on le fait pour une équation physique classique, équation newtonienne? Parce que j'ai pas bien vu, et à un moment vous avez fait des suppositions, j'ai regardé les dimensions, je retranchais d'une accélération d'une vitesse et ça m'a un peu choqué. Ça, je m'étais excusée dès le départ, que rien ne serait à l'échelle. Voilà, j'ai tendance à prendre toutes les constantes et prendre égal à 1, et donc il n'y a plus d'échelle, il n'y a plus dans ce que je fabrique. C'est pas bien, mais en tout cas ça aide les équations parce qu'il y a moins de termes dedans. Vous en faites des choses pas bien. Maintenant, il y a des choses. Une médaille d'argent du CNRS, alors franchement. Ouais. Alors je vous en prie, oui, ça vous convient comme réponse? Oui, bien sûr, oui. C'est franc. C'est une approximation, c'est ça. Oui, c'est tout ce qui est une constante physique, c'est pas une approximation. Une constante physique, elle a une valeur. Quand je mesure, la viscosité elle a une valeur, je prends 1. La densité qui est constante, elle a une valeur, je prends 1.
Parce que simplement, si c'est 2, 12 ou pi, ça ne change rien aux maths derrière. C'est juste des valeurs numériques, mais qui ne changent pas. Donc, ce n'est pas une approximation, c'est une mise à l'échelle. Mise à l'échelle, voilà. Merci. Vous prenez 1, vous décidez du temps 0 là. C'est un beau métier. Après, ça fonctionne bien. Hein. Bon. Alors, qui a encore quelque chose à nous demander, à demander à Isabelle Gallagher? Je vous en prie, allez-y. Où on en est en France avec Navier-Stokes? Où on en est en France par rapport aux autres écoles de mathématiques? Parce que j'entends dire que la France, tout ça, mais je pense qu'il y a des mathématiciens aussi en Russie, il y en a quelques-uns en Amérique aussi, etc. C'est vrai. Même en Irlande, je pense. Oui, ça même. Je vous en prie, allez-y. Alors, Navier-Stokes, c'est un sujet où effectivement il y a pas mal de Français. J'en ai montré quelques-uns. C'est pas juste Cocorico, c'est que effectivement il y a pas mal de Français sur la question. Le Ray, c'était le premier. Donc en France, sur la question des équations dérivées partielles, on est voilà, c'est très bon. Mais pas seulement. Enfin, c'est-à-dire que c'est très rare que je réfléchisse comme ça. C'est-à-dire qu'on travaille avec des gens un peu partout dans le monde. Moi, j'ai des collaborateurs, comme tout mathématicien, on collabore un peu partout et on fait les mêmes maths partout. Donc en Russie, mais aussi en Chine, mais aussi en Inde, mais aussi en Amérique du Sud, en Amérique, n'importe où. On fait les mêmes maths. Voilà. C'est-à-dire que la personne qui travaille sur Navier-Stokes ici, c'est même très drôle. Si vous allez en Russie, un séminaire de mathématiques, même si vous parlez pas russe, l'équation sera la même. D'accord ? Et c'est quand même assez étonnant, mais la variable de temps, t, le temps, ça se dit pas temps en russe, n'est-ce pas ? Ça se dit. Oui, et la calligraphie. Voilà, mais pareil, ils vont écrire en lettres latines les équations. Ah bon ? Maintenant, depuis, je crois, Pierre le Grand. Ah, d'accord. Et donc, c'est assez curieux. C'est pareil dans plein d'autres pays où, en fait, on se retrouve tous autour des équations qui seront les mêmes et que les gens, ils attaquent de la même façon, ils se posent les mêmes questions, pas exactement identiques, mais les maths sont hyper variées. En France, il y a plein de maths différentes, mais dans un domaine des maths données, vous aurez le même domaine un peu partout. On ne peut pas dire qu'un pays est en pointe dans ce domaine-là plus qu'un autre? Parce que tout à l'heure, c'était triste un peu quand vous disiez on n'y arrive pas, là on ne sait pas, ça on ne sait toujours pas faire, etc. Il n'y en a pas qui y arriveraient dans leur coin, mieux que nous, ou je ne sais pas, non? Vous savez pas? Non, mais vous devez. Comment dire? Justement, en échange, quand je dis on, c'est pas on les Français. Alors, tiens, une autre bonne question. Pardonnez-moi. Une question vraiment. Oui, parce que c'est moi qui la pose. Une question là, quand même. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire des progrès dans votre domaine, en mathématiques, finalement? C'est trouver de nouvelles façons de résoudre des équations ou c'est trouver de nouvelles équations? Ça dépend. Dans le domaine des équations dérivées partielles, les équations en général sont là. Les gens qui les trouvent sont des gens qui modélisent. Une avancée, un progrès, ça peut être de deux types. Soit, par exemple, je pense qu'à ça, la Navier-Stokes, soit vous me dites j'ai résolu Navier-Stokes, ça sera un progrès. Évidemment, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas si on peut la résoudre, demain je sais, donc c'est un progrès. Maintenant, si pour résoudre cette équation, vous avez fait un truc, je ne sais pas comment dire, mais qui ne sert finalement pas à une autre équation, vous n'avez pas introduit une nouvelle idée, un nouveau concept, finalement c'est un petit progrès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je sais que je peux la résoudre, hier je ne savais pas, mais ça ne m'a pas avancé dans ma compréhension générale des maths ou des équations. Donc le progrès, c'est aussi, par exemple, on peut progresser en ratant. Cela dit, vous avez dit tout à l'heure que quelquefois des progrès ont été faits et on ne s'est aperçu que ça n'était des progrès que des siècles plus tard, ou des décennies. Ça dépend de quel point de vue. Je pense que les gens qui faisaient la théorie des nombres jusqu'aux cartes bleues, ils faisaient des progrès. Ils s'en fichaient pas mal de la carte bleue. Donc c'était des progrès pour le domaine lui-même. Après, c'est devenu un progrès dans un autre domaine. Oui, ça a été récupéré. Voilà, c'est ça. Mais le progrès existait avant. Mais il y en a peut-être en maths aujourd'hui des tas de trucs qui ne sont pas comme ça, enfin qui n'ont pas d'application. C'est pas peut-être, c'est sûr. Récupérés. C'est complètement certain. C'est de la recherche à long terme. Enfin, il y a plusieurs types de recherche en maths. Il y a celle à plus ou moins court terme et à long terme. Et c'est sûr quasi sûr que n'importe quel sujet de maths qui paraît complètement abstrait et aura des applications à un moment ou à un autre dans un autre domaine. C'est forcé. Les autres domaines se nourrissent des maths de la même façon que les maths se nourrissent des questions des autres domaines. D'accord.
Oui, d'autres questions, je vous en prie. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Juste par curiosité, est-ce que les travaux de Cédric Villani, donc sur l'équation de Boltzmann, ont eu un apport dans vos travaux à vous sur les équations dérivées partielles? Est-ce qu'il y a eu... Pas direct. Il a fait énormément de travaux sur Boltzmann qui sont, par exemple, sur l'entropie, enfin, plein de choses qui n'ont pas de lien direct avec ce que je fais. Mais vraiment, quand je dis pas direct, c'est-à-dire que je ne m'en sers pas de manière explicite. Pareil, sur plusieurs domaines des EDP où il a apporté des choses, moi, je ne m'en sers pas de manière explicite, pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'il a fait, par exemple, des estimations quantitatives sur le retour à l'équilibre, des choses comme ça, ça sera certainement utile un jour, mais pour ce que je fais là, je veux dire. Mais il faut d'abord qu'on ait beaucoup mieux compris le passage microscopique à Boltzmann pour pouvoir utiliser ça pour faire autre chose. Pardon, plus fort, oui. Oui, il n'y a pas de pont, en fait, entre les deux domaines aujourd'hui, en fait. Si, ils sont là, mais juste on ne peut pas encore les emprunter parce qu'il manque quelques petites choses. Mais typiquement, le passage, le rêve qu'on voudrait, c'est faire le microscopique vers Navier-Stokes. On sait faire, les gens savent faire Boltzmann vers Navier-Stokes. Pour faire les deux, il faut comprendre en quelque sorte ce qu'il a fait, des notions de solution qu'il a introduites pour... je pense qu'il faudra, je ne sais pas, mais probablement. Donc oui, il y a des liens extrêmement étroits, même si pour l'instant, on n'a pas su les exploiter. C'est plutôt ça la réponse. Cédric Villani, c'est pas l'effet papillon, c'est l'effet araignée. Hein, c'est pas... Nœud papillon aussi. Nœud papillon, oui, tout à fait. Oui. Ouais, l'univers. Où en est l'univers? Passez le micro à monsieur. Je veux savoir en quoi il s'est transformé. Oui. Non, c'est une question à propos d'un mathématicien. Qu'est-ce que vous pensez de la tentative de géométrie algébrique de Alexandre Grothendieck? C'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Non. Grothendieck, tout de suite. Que dire? C'est pas mon domaine. C'est au-delà de ça. C'est pas mon domaine. Visiblement, c'est un truc, je ne comprends rien. Voilà, c'est pour être très clair, je ne comprends pas strictement rien à ce domaine des mathématiques. Et ce qu'il faut comprendre aussi sur les maths, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que c'est très, très, très varié, les maths. Ça va voilà, il y a un panel énorme. Moi, je connais une toute petite partie qui s'appelle les EDP, encore vraiment une petite partie des EDP. La géométrie algébrique, c'est juste un monde que j'ai jamais appris parce que c'est pas arrivé dans mon cursus et je n'y connais rien. À part ce que j'ai pu discuter avec des collègues, parce que quand même, on discute avec des collègues qui font ça. Dans mon labo, j'ai des collègues d'à peu près toutes les disciplines de maths, donc notamment des géomètres algébristes. Donc ils me parlent de Grothendieck et visiblement, c'est absolument impressionnant ce qu'il a fait, j'en doute pas une seconde. Il avait refusé sa décoration. Oui, c'est vrai. D'après ce qu'ils me disent, mais là, il faudrait vraiment leur demander, il a complètement révolutionné la façon de comprendre les liens entre l'analyse, l'algèbre, etc. Voilà, mais je dis ça comme je répète ce qu'on m'a dit. J'ai aucune compréhension de ce domaine des maths. Oui, allez-y, monsieur. Quand on résout une équation, il y a une histoire peut-être, je ne sais pas si tout le monde va comprendre, de dimensions liées aux espaces vectoriels. Essayez, monsieur, essayez, oui. Quand on résout une équation, on va dire différentielle très simple, du premier ordre à coefficient constant, on dit que cette équation différentielle admet une solution dont la dimension est de degré 1, par exemple, est de dimension 1. Pour des EDP, il paraîtrait que la dimension est infinie. Dans cet esprit, bêtement, je me dirais, mais qui pourrait chercher une solution à Navier-Stokes dans des conditions pareilles? Est-ce que c'est raisonnable? Êtes-vous raisonnable? Compétence, là, quand même. Oui, là, êtes-vous bien raisonnable? Voilà. Ça, oui, on s'y fait. La dimension infinie, on est obligé. C'est comme ça. C'est pas le nombre de paramètres qui est... le nombre de paramètres, c'est la dimension finie, le temps, et puis les 3 dimensions d'espace, essentiellement. Ça, c'est la dimension finie. Par contre, l'objet qu'on regarde, la vitesse, par essence, c'est comme ça, elle vit dans un espace de dimension infinie. Mais il y a plein de techniques de la dimension finie qui s'adaptent peu ou prou à la dimension infinie. La théorie de Hilbert derrière qui vous dit qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire en dimension infinie. Bon, évidemment, il faut faire attention, il y a des trucs qui ne marchent pas. Mais qui sont... Donc, c'est pas vraiment... Bon, évidemment, c'est un problème, mais on ne va pas s'arrêter à ça. Il y a plein d'équations qu'on peut résoudre. Plein. Là, je vous parle, évidemment, cet exposé, c'est sur les équations qu'on ne sait pas résoudre. C'est un peu déprimant, mais il y a plein d'équations qu'on sait résoudre. Tac. Et elles sont... Non, c'est pas... voilà. Même en dimension infinie, c'est pas vraiment un obstacle.
Il y a un truc que j'ai compris ce soir, moi, et ça, je dois battre très fort ma culpe, ou vous voulez, mais c'est que les mathématiciens ont finalement beaucoup moins la trouille de la notion d'infini que les physiciens. C'est possible, parce que c'est tellement abstrait. Oui. Non, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas, je dis pas des bêtises. Le physicien, dès qu'il y a un truc infini, oulala, bon, il y a le mathématicien. Bon, je vais mettre ça de côté, je vais mettre ça là. Ouais. D'autres, oui, bonsoir. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé des mathématiques et des mathématiciens et des physiciens pendant l'exposé, et j'ai du mal à savoir. J'ai compris que vous étiez mathématicienne, mais j'ai du mal à savoir quelles sont vos interactions avec les physiciens. Et vous travaillez quand même sur des équations qui sont des modélisations de la physique. Et j'aimerais que vous parliez de ce sujet-là. Oui. Quels sont vos liens avec les physiciens ? Bon, j'ai beaucoup d'amis physiciens. En fait, ce qui se passe, c'est que je fais vraiment des maths, il n'y a aucun doute. Et ce que je fais, encore une fois, c'est des choses qui, pour l'instant, malheureusement, je crois, peut-être pas ce que je fais sur Boltzmann maintenant, mais sur Navier-Stokes, le peu de choses qu'on a pu faire n'intéressent pas vraiment les physiciens, parce que c'est des choses qui sont tellement évidentes. Pour un physicien, cette équation, elle est là, elle a des solutions, c'est pas la question. Donc nous, on essaie d'avancer dessus, mais c'est pas très pertinent. Après, ce que j'ai raconté, par exemple, sur la rotation, ça stabilise l'équation. Donc ça, on était contents quand on a fait ça. Et ça s'appelle le théorème de Taylor-Prodman, 1800, je ne sais pas combien, les physiciens l'appellent comme ça. C'est-à-dire que pour les physiciens, ça a été démontré il y a plus d'un siècle, et puis c'est tout. Donc évidemment, nous, on se fatigue, on le démontre un siècle et demi plus tard, on est très contents, mais évidemment, si on arrive à leur montrer ça, ils vont dire oui. Donc très souvent, pour l'instant, en tout cas moi, ce que je fais en maths, ça a peu d'impact, je pense, pour la physique. Cela dit, au fur et à mesure du temps, ça s'est un peu amélioré. C'est-à-dire qu'en allant voir des physiciens, ils m'ont par exemple dit ok, la rotation de la Terre, c'est gentil, on savait, mais par contre, si tu regardes près de l'équateur, là, c'est différent. Et on a eu des vraies interactions pour essayer de vous montrer que, par exemple, il y a des courants près de l'équateur qui sont confinés. C'est un truc qu'on voit très bien sur des images et qu'on a pu démontrer mathématiquement. C'est des petites choses, mais donc on essaie comme je disais, de se nourrir de leurs questions, de faire ce qu'on peut. Donc souvent on s'amuse avec nos maths, parce qu'on fait des maths qu'on trouve nous jolies, qui ne sont pas forcément finalement si utiles que ça, mais ça nous conduit à apprendre des nouvelles choses, etc. Donc moi, en tout cas personnellement, je ne pense pas que j'ai contribué pour l'instant beaucoup pour la physique, même si j'aime beaucoup parler avec des physiciens. Chez moi, à Paris 7, il y a des mécaniciens des fluides, effectivement, en particulier. Je suis allée voir leurs expériences. Mais je ne veux pas dire que les interactions sont vraiment, pour l'instant, très fructueuses. Parce que simplement, les maths ne sont pas assez en avance, en tout cas les miennes. J'ai modélisé l'eau tiède. Oui, allons-y. Alors, d'autres questions, Écoutez, là, je pense qu'on va arrêter là. Je voudrais vous rappeler, parce que ça, c'est quand même important, que aussi, les insectes, la lumière... Ah, il est parti, monsieur l'univers. Bon, okay. Les insectes et tout ça. Le 26 mai est reporté, enfin, il n'est pas reporté, il est avancé, c'est réversible aussi chez nous, au 19 mai, que vous avez notre site www.scienceaction en un seul mot.asso.fr, pardon, que le 28 avril, c'est encore avant, nous parlerons de formes de mouvement, de monde virtuel et d'imaginaire et de numérique, ou de médias plus exactement, avec Marie-Paul Cany. Et puis maintenant, je voudrais vraiment qu'on remercie très très fort la patience, la compétence. Merci. Et l'humour pour supporter mes moqueries. Bonne soirée à toutes et à tous.